Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau talk sur un sujet aujourd'hui incontournable dans la restauration. Incontournable pour les restaurateurs, pour les clients, pour toutes celles et ceux qui se passionnent pour la gastronomie. On va parler du métier d'influenceur. Vous en suivez peut-être certains sur les réseaux. Ils se filment, ils vous montrent leurs assiettes, leurs bonnes adresses, photos, vidéos. On suit leur vie de mangeurs et leur communauté vient après, sur leurs recommandations, remplir dans le meilleur des cas le restaurant en question. Je me suis souvent demandé quelle était la réalité de ce métier. Comment devient-on influenceur ? Comment sont rythmées les journées ? Comment gagne-t-on sa vie en créant du contenu sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils permettent aux restaurateurs de remplir leur salle en postant une vidéo ? Sont-ils payés par les chefs pour faire leur promo ? Bref, j'ai pas mal de questions à poser à l'une des figures incontournables de la food sur Instagram. Ingrid Consti est face à moi. Et si vous ne la connaissez pas, je la laisse décliner son identité. Ok, donc nom Constance Lasserre, âge 28 ans, je suis née à Montpellier et on peut me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, un petit peu YouTube aussi pour le moment. C'est pas hyper difficile de te trouver. Combien de gens te suivent sous le nom du coup d'Ingrid Consti? Sur Instagram il y en a 182 000, sur TikTok il y en a 65 000 et voilà. Mais sur YouTube c'est Peanuts. Ouais, enfin et voilà, c'est Peanuts par ailleurs, c'est pas Peanuts, hein, donc ça va. Est-ce qu'on peut, d'ores et déjà, l'idée c'est de comprendre un petit peu comment tu as construit ta position aujourd'hui et de quoi est fait ce métier. Si on doit donner une définition, en tout cas si on doit entendre la tienne, c'est quoi être influenceur, influenceuse ? Si c'est le titre sous lequel on doit te présenter. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien dire que je suis créatrice de contenu. Après il y a que les créateurs de contenu qui disent qu'ils sont créateurs de contenu, puisque tout le monde nous appelle influenceurs, donc en vrai j'accepte cette dénomination-là aussi. Et moi je dirais que mon métier c'est ça en fait, c'est de créer du contenu. Donc principalement moi mon format c'est la vidéo, c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, c'est créer du contenu tous les jours, enfin en tout cas régulièrement, qui soit divertissant, intéressant, instructif, bonnes vibes, etc. Et donc moi, autour de la gastronomie, la food, ce qu'on mange en fait de manière générale, ce que ça dit de nous, notre rapport à la nourriture et vraiment tout ce qu'on peut dire à travers de nos repas en fait. Tu crées une distance tout de suite avec le mot influenceur. Finalement, l'influence, ce serait quoi la conséquence de la création du contenu ? En fait, l'influence, ce serait qu'un contenu fonctionne, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que moi, je peux pas prétendre influencer quiconque. Moi, on a commencé par dire le nombre de tes followers, donc à un moment, oui, on va pas se cacher derrière notre doigt. Mais... Forcément, il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien voir où elle est allée, manger ce qu'elle a mangé, tout ça. » Ouais, non, mais j'imagine. Mais moi, je me dis, je fais du contenu, tu vois. Je fais des vidéos, et puis si ça plaît à des gens, et s'ils ont envie de m'écouter, et s'ils ont envie de suivre mes conseils, qu'ils y aillent. Mais moi, je préfère me dire que, voilà, je crée du contenu, je fais des photos, des vidéos, et je raconte ma vie. Et puis, il y a des gens qui, pour une raison X ou Y, ont décidé que ça les intéressait et me suivent. Ok, alors remontons le fil un petit peu pour savoir un petit peu comment a démarré cette histoire. Tu nous as dit ton âge qui n'est pas très très avancé, donc si on va pas remonter très très loin du coup. Mais comment ça a commencé ? Tu étais étudiante, qu'est-ce que tu as appris, où est-ce que tu as étudié et comment tu t'es dit à un moment, tiens je vais prendre mon téléphone et je vais commencer à faire quelque chose avec ? Écoute, c'est arrivé, tout ça est arrivé assez tard. Moi j'ai eu un parcours assez classique, académique. De très bonne élève à l'école. Donc j'ai fait, après le bac, j'ai fait une prépa éco. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait HEC. Au milieu de tout ça, j'ai un peu pété un câble. Donc j'ai fait une année de césure où j'ai commencé à faire du théâtre. Donc voilà. Ensuite, je suis retournée à l'école. Je continuais les études de théâtre en parallèle. Avant ça, j'ai fait un stage de césure à New York où j'étais en marketing dans les cosmétiques, donc rien à voir. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, donc j'avais 21 ans du coup, que ma passion food est née, au milieu de toutes ces autres passions-là, en fait. Parce que je me suis mis à aller dans plein de restaurants, à aller un petit peu vagabonder dans la ville, à tester des choses et à imiter les influenceurs. Là-bas, en fait, c'était il y a 7 ans. Donc, il y en avait déjà beaucoup à l'époque à New York. Donc, je m'aidais, en fait, de leurs recommandations, de leurs posts, de leur contenu pour découvrir des choses. Et ensuite, je les imitais un peu. Je postais des photos sur mon compte. Je copiais un petit peu ce qui se faisait. Avec l'idée de parler à une audience française, en l'occurrence, à ce moment-là ?
En plus, justement, Instagram n'était pas encore un réseau très utilisé en France à l'époque. Vraiment, moi, ça me choquait quand j'étais là-bas parce qu'on rencontrait quelqu'un et la personne te disait ah c'est quoi ton Insta? Et moi j'étais choquée parce que mon Instagram c'était un truc avec des vieilles photos, avec des vieux filtres. Bah, ça c'est ma tante. Ça, Ouais, c'est- vraiment. J'étais là, t'es sûr? Enfin, je peux te donner mon Facebook si tu veux, mais en fait là-bas c'était déjà ça. Mhm. Et du coup, je me souviens que je rédigeais mes posts en anglais parce qu'en fait, les gens que je rencontrais là-bas, je leur parlais anglais. Et donc, c'était plus pour mes potes et puis pour raconter mon voyage à mes amis aussi. Et puis pour rester en contact avec les gens que je rencontrais. Mais c'était juste vraiment le hobby que je faisais sur mes week-ends. Puis, c'était pas du tout sérieux, quoi. Enfin, c'était vraiment... C'était mon compte perso encore à l'époque. Hein, donc, c'était pas... Ingrid Consti n'existait pas encore. Mais c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, à découvrir que ça existait et qu'il y avait plein de choses à découvrir dans la nourriture. Et puis donc je suis rentrée en France, donc c'est là que j'ai fait mon année de césure théâtrale, puis que j'ai repris les cours donc en master 2 à HEC. Donc j'avais l'école de théâtre le soir, j'avais les cours à HEC la journée, et je me suis chauffée à créer un petit compte food en parallèle de tout ça, justement pour continuer à explorer à Paris en fait les restos comme j'aimais le faire à New York et pour me motiver un petit peu à rester là-dedans. Donc j'ai créé Ingrid Consti à cette époque-là. On est en quelle année à ce moment-là? Du coup, c'était à 4-5 ans. Ouais, non, plus. Hein. Ouais, c'était avant le confinement en 2019. D'accord. C'était l'année 2019, ouais. Donc cette cette appétence, tu la découvres ailleurs. C'est finalement ce temps d'avance qu'ont souvent les Américains dans tout ce qui est dans toutes les tendances de manière générale, qui fait qu'à un moment tu te dis ah là il y a un truc et nous on n'y est pas encore. Tu vois une opportunité ou c'est un plaisir ou tu dis tiens ça m'amuse, je vais faire comme. Qu'est-ce que tu prends toi comme intérêt à ce moment-là? Moi, non, c'était vraiment... je découvrais ça et je trouvais ça trop cool et trop fun et je l'ai fait. Mais pour moi, c'était pas du tout une opportunité. Même à l'époque, je pense pas qu'il y avait des gens qui en vivaient. Même aux États-Unis, il y a 7 ans, c'était vraiment pas trop le cas. Donc moi, c'était juste... En fait, c'est grâce à eux, grâce aux influenceurs là-bas, que moi, je trouvais plein d'endroits trop chouettes et trop niches et trop insolites. Et que même mes collègues qui étaient des brooklynites de naissance me disaient « Mais je connais pas cet endroit, t'as fait plus d'endroits que moi, t'as testé plus de spots en 2 mois que moi en 20 ans. » Et en fait, c'était grâce à ces gens-là que j'ai découvert la food et que je m'y suis intéressée. Et donc, c'était vraiment qu'une passion. Mais moi, je me destinais pas du tout à en faire mon métier ou à pousser plus loin la chose, quoi. Et puis, il y avait aussi une raison pour laquelle j'ai créé Ingrid Consti par la suite. C'était que je commençais à poster mes découvertes sur mon compte perso. Et en fait, il y avait plein de gens qui me disaient... il y a plein de gens. Certaines personnes me faisaient des remarques en mode « Ah, t'en as pas marre de manger tout le temps, oh là là, encore au resto, donc tu te fais plaisir. » Et en fait... Il y avait une confusion entre la sphère perso et ouais, le... c'est ça, ouais. Et ça me saoulait, donc je me suis dit, en fait, si ça vous intéresse pas de souci, je vais créer un compte spécial. Et si vraiment, vous aimez la nourriture, vous me suivrez. Comme ça, j'embêterai pas les gens qui se sentent obligés de voir mes repas 3 fois par jour et que ça gêne. Donc au début, c'est un réflexe qui est assez innocent, qui est un réflexe de partage. C'est ce qu'on sent dans ce que tu racontes, c'est l'idée de te dire, mais en fait moi j'ai trouvé trop cool de découvrir grâce à d'autres des adresses, et je veux bien être dans le même mouvement. Ouais, c'est exactement ça. Et puis ça me motivait aussi d'avoir... je me disais, parfois je trouvais personne qui voulait m'accompagner pour tester un truc chelou, donc je me disais, si je le partage sur ma page, je le partage avec des gens, et ça peut être utile, et ça me motivait aussi dans ma recherche de nouveautés, dans le fait de nourrir cette passion-là et puis d'échanger avec les gens. Enfin, au tout début, la toute petite communauté, mais ouais, c'était ça, c'était juste partager. Tu parles de ces moments où tu as découvert la food, comme on dit, et ta passion est née à ce moment-là. Qu'est-ce qui te parle de cette matière? Qu'est-ce qui te parle de la sphère gastronomique? Où est-ce que tu trouves de l'intérêt? Oh là là, c'est tellement... On sent qu'il y a un truc de gourmandise déjà, à Oui, l'origine, c'est clair. assez naturel, si je puis me permettre. Ouais. On sent que t'aimes ça. Ah ça, je mens pas. Mais qu'est-ce qui te plaît Ouais. En fait, moi, je fais pas du tout partie des gens qui ont été éduqués dans l'amour de la nourriture. Enfin, je veux dire que j'ai toujours été gourmande, j'aimais bien manger, on mangeait bien à la maison, enfin, ma mère faisait à manger, etc. Mais c'était pas un sujet, c'était juste on mangeait pour s'alimenter. Mais bien, c'est déjà pas mal. C'était déjà très bien et on s'alimentait très bien. Mais voilà, mes parents n'allaient pas au restaurant. C'était pas du tout des choses dans lesquelles on allait dépenser de l'argent ou du temps. C'était vraiment... ça semblait un peu superflu, quoi, en tout cas dans la façon dont j'ai été éduquée. Et en fait, ce que j'avais adoré à New York et que j'aime aussi aujourd'hui, c'est justement qu'à travers la nourriture, on peut raconter tellement de choses déjà d'un territoire, d'un patrimoine, d'une culture. Et en fait, je me souviens qu'à New York, c'est une ville monde en fait. Et là-bas, il y a des communautés
énormes et qui font de la nourriture, je trouve, très authentique. En tout cas, on peut vraiment les retrouver comme elles le font chez elles. Et donc, j'avais découvert des choses où j'étais allée prendre un petit déjeuner japonais, je mangeais du poisson, du riz, etc. Et j'avais l'impression d'avoir voyagé et d'avoir découvert quelque chose de fou. Donc, c'était vraiment cet aspect-là, découverte, en fait, de culture que j'avais trouvé hyper intéressant. Et puis au fur et à mesure, les gens en fait qu'on rencontre, leurs histoires, c'est des métiers que je respecte tellement parce que moi je suis du bon côté du truc, je mange, je me filme et ça va, mais j'ai tellement de respect pour les gens qui font à manger et je sais que les gens qui sont dans cette industrie le sont parce que c'est une passion, c'est un besoin vital en fait de faire ce qu'ils font parce que c'est tellement dur et je trouve ça vraiment fascinant et hyper beau et je pense que c'est ça qui m'a gardé là-dedans en fait, et c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur les autres, on s'ouvre au monde, on est plus tolérant aussi quand on s'intéresse à ça, donc ouais, c'était la curiosité en fait grâce à l'assiette. Je te comprends. On s'est parlé de ces quelques années qui séparent le début de l'ouverture de ce compte, d'abord perso, puis après un petit peu plus, je sais pas quel terme on peut utiliser, mais en tout cas axé vraiment sur la gastronomie. Quelles ont été les grandes étapes Là on se parle aujourd'hui et on a vu du haut du nombre de followers dont tu me parles aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au début forcément. Quelles ont été les grandes étapes pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments où ton compte, ce que tu y produisais, a commencé à intéresser, voire soulever de l'enthousiasme? Est-ce que tu as comme ça des étapes, des dates qui ont marqué la construction de Hungry Consti? Ouais, il y a quand même des étapes. Donc ouais, je pense que j'ai créé mon compte du coup en 2019. La première étape, ça a été le premier confinement. Comme pour pas mal de créateurs, je pense. Je me souviens qu'à la sortie du premier confinement, j'avais atteint les 1000 abonnés sur Hungry Consti. Et c'était déjà énorme pour moi. Parce que, et c'est assez marrant, je m'étais mise à cuisiner pendant le confinement, comme pas mal de gens, alors qu'avant vraiment j'avais pas du tout, je cuisinais pas du tout, je voyais pas ça du tout comme un plaisir, vraiment je me disais voilà, c'est pour les autres et tout. Et j'avais commencé à cuisiner, à partager des petites recettes vraiment du quotidien. Et en fait, de fil en aiguille, mes copines se partageaient les trucs, l'envoyaient à leurs copains de copains. Et puis en fait, pas mal de gens sont venus me suivre pour ça. Et c'était hyper étonnant parce que je me disais, mais s'ils savaient que vraiment, genre il y a un mois, j'aurais passé super cuire des pâtes. Et maintenant, ils me suivaient pour mes recettes de gyoza et tout ça. Enfin, c'était assez marrant. C'est balèze en un mois d'arriver à faire des gyoza et tout. Ouais, non, mais normal j'ai qu'on te suive. progressé très Bravo. vite. Moi, je fais pas de gyoza. On avait le temps en confinement C'est aussi, vrai, on c'est avait vrai. que ça à faire. Mais c'est vrai que j'ai progressé très vite et je me suis prise de passion hyper rapidement pour la cuisine. Et là, pour moi, le faire à faire, pour le manger. coup, au lieu Et de pour le le montrer, faire. pour le faire. Exactement, le fait de manger, la passion de la découverte gastronomique a été venue 2 ans auparavant. Et le faire, je me suis plongée dedans à la tête la première. Et donc tous les jours, je me lançais dans un nouveau chantier, le pain de mie japonais, enfin tous ces Trop trucs-là bien. qu'on adore. Et voilà, pas mal de gens m'ont suivi pour ça. Donc j'ai atteint 1000 abonnés à cette période-là. C'est rigolo, 1000 abonnés quand on y pense maintenant. Ouais, L'enthousiasme que ça a pu Non, générer mais- d'avoir 1000 abonnés alors qu'aujourd'hui t'en as plus de 180 000. ouais, c'était un truc de fou. En vrai, c'était un truc de fou. Mais je me dis parfois, genre, j'aimerais revenir à cette époque-là où tout était un événement et tout était excitant et tout était exceptionnel en fait. Parce Ouais. que quand on s'attend à rien, on est juste. Mais tu te dis quoi quand tu vois que t'as 1000 abonnés à ce moment-là? Bah vraiment, j'étais là, trop bien. Enfin, je vois que ça intéresse d'autres gens, que mes amis. Enfin, j'ai l'impression que le cercle il s'est un petit peu élargi. Mais tu te projettes, tu te dis tiens, il y a quelque chose à faire ou pas? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ouais, en fait, je me disais, ah oui, à cette époque-là, pendant le confinement, j'ai aussi écrit mon mémoire de fin d'études. Et un moment assez important aussi parce que le sujet de mon mémoire, justement, c'était sur la prescription dans la gastronomie. Et le sujet, c'était d'analyser comment la révolution digitale a bouleversé le système de prescription dans la gastronomie et a fait intervenir de nouveaux acteurs, Donc t'es au cœur du sujet. dont les influenceurs. Donc j'étais vraiment au cœur du sujet, mais moi, je l'ai écrit vraiment d'un point de vue d'observatrice, de consommatrice, quoi. Et donc, je me suis énormément renseignée là-dessus, sur la critique, les chefs, enfin la médiatisation de la food, etc. Donc, je maîtrisais bien le sujet. Mais en écrivant mon mémoire, je me disais, il y a déjà tellement de gens qui sont sur les réseaux, Ouais. il y a déjà tellement de comptes. Moi, Pourquoi honnêtement, je moi? vois... Pourquoi je ferais quelque chose? Ouais, et c'est pourquoi ça, je voyais marcherait? pas du tout ce que j'avais à apporter. Je me disais, il n'y a pas de place, enfin voilà, c'est bouché, il y a déjà trop de comptes. Parce que je les suivais tous, moi, j'étais complètement dingue de ça. Donc, pour moi, vraiment, je rentrais pas là-dedans, quoi. Ça m'allait d'être extérieure et observatrice et consommatrice, mais et je me souviens, j'avais même pas osé écrire à des influenceurs pour leur demander de parler pour mon mémoire parce que je me disais, ils vont jamais voir mes messages, je vais être perdue dans la masse, enfin, tout le monde s'en fiche de moi et tout. Donc vraiment, pour moi, j'étais très, très, très loin de ça encore. Et il y avait en parallèle, il y avait ma carte Mapster aussi, que j'avais une carte où je mettais mes bonnes adresses. Et pareil, ça avait commencé un petit peu à tourner, donc les gens s'abonnaient et ça a commencé à dépasser un petit peu
le stade de mes proches. Pour les gens qui connaissent pas, très bonne idée, Mapster, on les salue d'ailleurs, on se crée un compte et sur une carte, et c'est partout dans le monde désormais, on peut pointer des adresses, alors pas que food je crois désormais, Ouais. ça c'est un petit peu ouvert, mais à l'origine c'est surtout ça, genre tu mets ton resto et ceux qui t'aiment bien ou voilà, qui te suivent peuvent aussi suivre et donc avoir accès en gros à ton répertoire et aux petites annotations, aux petits commentaires que tu peux mettre sur tes lieux en fait. Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà, on sort du premier confinement, je reprends un petit peu mes petits contenus. Je faisais des photos un petit peu comme tout le monde à l'époque. Enfin, il n'y avait que ça en fait sur Instagram. C'était le réseau de la photo. Et en fait, ouais, il y a eu un gros changement quand je me suis mise à faire des vidéos. Et ça, c'était en janvier 2021. Donc en fait, Instagram amène l'outil Reels sur la plateforme. C'était un truc nouveau et moi, j'avais jamais fait de vidéo du tout, mais comme je faisais mes études de théâtre et tout, en tant que comédienne, bah, j'adorais me filmer. Enfin, j'avais vraiment une appétence pour la vidéo. C'était vraiment un format que j'aimais. Et en fait, j'ai commencé à monter des vidéos grâce à l'outil Reels en fait, d'Instagram, qui était de base un outil de montage aussi en fait. Donc là t'es toute seule avec ton téléphone, hein. Ouais, j'étais solo. Parce que souvent, comment dire, le côté technique de la chose peut intimider, on peut se dire j'y arrive pas et tout. Toi, t'es toute seule avec ton Ah iPhone ouais. ou ton téléphone, je sais pas, et Ouais, puis ouais. tu te dis j'y vais quoi. Ah ouais, j'étais solo, j'avais même pas d'iPhone, je prenais l'iPhone de mon copain pour faire le truc. Et en plus, ouais, donc j'utilisais l'outil de montage d'Insta qui était à la base pas du tout développé, quoi. C'est-à-dire que si tu mettais les vidéos dans le mauvais sens, tu pouvais pas le changer. Donc il fallait que tu reprennes la vidéo à zéro. Ouais. Tu pouvais pas changer l'ordre des clips, ce qui semble fou aujourd'hui, tu vois. Mais vraiment, j'ai commencé comme ça. Et j'ai lancé ce format avec un truc que j'ai appelé le marathon des galettes, où en fait, je me suis chauffée pendant chaque jour du mois de janvier 2021, Tu t'es fait que des galettes goûter une galette en vidéo, ouais. chaque Une jour? galette des rois, ouais. Ah, une galette des rois, oui, Une pardon. galette des rois. Moi j'étais en team Bretagne et tout Ah non, ça. non, mais- c'était en janvier, donc c'était les galettes des Eh rois. oui, forcément. Forcément. Et donc, je me suis chauffée à faire ça. Et en fait, donc je me souviens très bien que mon premier montage dans l'appli, c'était ça. J'étais allée goûter la crousty-galette du Ritz de François Perret. J'avais posé mon téléphone sur un garage. Je m'étais filmée comme ça en selfie. Puis j'avais monté ça dans la foulée. Et puis j'avais posté. Et je m'étais dit, trop la honte et tout. En vrai, Il y a ça, juste petite parenthèse, il y a ça qu'il faut surmonter au début Ah quand ouais. tu postes du contenu, ce truc de se dire comment ça va être pris, comment je vais être regardé, parce que tu dis ok, je suis comédienne, donc il y a certainement une envie d'être, d'incarner. Néanmoins, il y a une appréhension. Mais oui, on s'expose tellement quand on poste sur les réseaux. D'autant plus quand on se filme, quand on Ouais. se montre. Tu vois tout ce que tu n'aimes pas de toi, ou Ah tu te ouais. dis ah putain cette intonation, ou là c'est pas possible, ah cette mèche. Ah ouais, on se montre complètement. Et en plus, moi, à l'époque où j'ai commencé à faire ça, personne se filmait en train de manger. C'était vraiment l'ère d'Instagram avec des super belles tables en top shot, Ouais. des trucs un peu... les gens, ils Très avaient leurs léché, gros très appareils propre. photo, c'était hyper propre. C'était un peu pro et tout, mais moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans parce que je savais pas prendre de photos. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah, moi, je sais faire quoi? Bon, bah, je sais filmer, je sais incarner, en fait, parce que voilà, je sais faire ça. Et donc, c'était d'autant plus stressant que personne ne le faisait. Vraiment, c'était un truc, j'avais l'impression d'être transgressive, Ouais. quoi, en faisant ça. Et en effet, sur les réseaux, en fait, se lancer, c'est hyper dur parce qu'on se dit, bah, tout le monde va se moquer de moi. Ouais. Ou je tout le vais monde faire va 3 dire likes, que- la honte. Ouais, je vais avoir 3 likes, quoi. Et tout le monde se dit, ah, je fais l'influenceuse. Et c'est la réalité, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est ça au début. Moi, c'est une phrase que je garde en tête, c'est de me dire, tout le monde pense que t'es bizarre jusqu'à ce que ça marche pour toi. Et en fait, c'est vrai. Genre, au début, moi, j'ai des amis qui me disaient, mais je voyais tes posts, je me disais, la pauvre, Ouais. elle a 22 La pauvre, elle est en likes. train de manger une galette devant une porte de garage, c'est quand même n'importe quoi. Ouais, voilà, et je me disais, la pauvre, quoi. Et en fait, bah, faut juste faire ce qu'on aime et il faut le faire, quoi. Mais donc, je poste cette vidéo-là et j'essaye de surmonter justement cette peur du jugement et je la supprime pas. Et en fait, je me souviens aussi que j'avais posté sur l'onglet Reels parce que je pensais que personne le voyait, quoi. En fait, je me suis dit, bah, ça va tomber dans les limbes de l'algorithme, personne va le voir et tout, on s'en fout. On sent que ça a été loupé. Et vraiment, et puis quelques heures plus tard, j'y retourne et là, je vois que la vidéo, elle a fait plein de vues et je comprends pas trop ce qui se passe, etc. Et plein de gens me disent, j'adore ce format, c'est hyper frais, on adore, ça change, c'est trop cool. Ça, c'est un moment génial parce que t'es toute seule avec tes petites mains, t'as fait ton truc, Ah, c'est vraiment. ton idée, tu pars et en fait, ça touche des gens. Génial. C'est ça, c'est une rencontre en fait complètement inattendue et je me dis bah ok, bon bah je vais continuer, moi ça me fait kiffer, j'ai l'impression que ça anime les gens donc j'ai continué pendant ce marathon-là des galettes
Et Qui est en méritant effet, quand même, hein, parce qu'un mois de galette. Ouais, qui est méritant, ouais. Ouais. Ah, je me suis donnée. Mais en fait, c'était chouette aussi parce que à l'époque, c'était encore l'époque des confinements, du Covid. Donc en fait, les restos n'avaient pas réouvert. Donc en fait, on pouvait pas, on pouvait juste prendre des trucs à emporter, mais on pouvait pas aller au resto. Donc en fait, il y avait pas non plus beaucoup de choses à voir. En termes de contenu food, il y avait pas grand-chose. Donc en fait, je pense que La brèche, le pas mal. timing était finalement avantageux pour moi, même si c'était pas du tout calculé, mais il y avait ça en fait, le truc, il n'y avait pas grand chose à faire à part manger des galettes au final. Ouais. Tout était fermé, c'était le mois de janvier, tout le monde déprimait. Ouais. Et moi je suis arrivée, j'ai essayé de mettre un peu de joie et de gourmandise et ça a pris. Donc à partir de ce moment-là, ça a commencé à monter assez vite, les abonnés. Puis ensuite j'ai continué le format dégustation, Reels, vidéo, après les galettes. Voilà, j'ai arrêté les galettes et puis je suis passée sur d'autres trucs de street food, tant que les restos n'avaient pas ouvert. Puis les restos ont réouvert et donc là, je me suis aventurée à me filmer au restaurant, ce qui était un challenge de plus parce qu'il y avait des gens à côté, etc. Ouais. J'étais plus toute seule sur un Ouais. banc dans un parc. Et puis en fait, après, là, ça a commencé à monter. Et puis en gros, j'ai décidé d'en faire mon métier en septembre 2021. Donc finalement, À quel moment on décide de basculer et de se dire je vais prendre ça au sérieux pour en faire Ouais. une activité? en fait, à ce moment-là, c'était à l'été 2021. Donc, je faisais ça depuis le mois de janvier, donc ça allait super vite. Mm. Ouais, je suis passée de quelques milliers à... Je crois que j'avais 20 000 ou 30 000 abonnés. Et en fait, je me souviens qu'on m'avait proposé une première collaboration rémunérée. Et je m'étais dit, ah waouh, genre, je peux gagner de l'argent en fait Ouais. pour faire ce que je fais. Et ça m'avait vraiment étonnée parce que moi, je me disais, mais je peux le faire gratuitement. Enfin, Mhm. ça me fait plaisir en Ouais, fait bien sûr. d'aller manger un truc et d'en faire une vidéo. Et donc, je m'étais dit, ah ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis en fait, à ce moment-là, il y avait juste un timing qui était bon parce qu'en gros, j'avais terminé, je sais depuis un an, j'avais terminé mes études de théâtre. J'avais passé des concours de théâtre, mais je les avais tous ratés. Donc en fait, je me disais, là, Ça s'alignait. j'ai plus rien à perdre, j'ai l'impression que c'est en train de fonctionner. Donc je vais mettre les deux pieds dedans et je vais voir ce que ça donne si je m'y mets à fond. Mais c'était un pari, quoi, parce que j'avais pas non plus une énorme communauté. À l'époque, je pense qu'il y avait peut-être... Ils se comptaient sur les doigts d'une main les créateurs food qui vivaient de ça. C'était vraiment tout nouveau. Donc c'était hyper incertain, mais je me suis dit, j'ai envie de voir si je m'y mets à fond, jusqu'où je peux aller, en fait. Alors, quand tu dis ça, quand tu parles de ce constat, qu'est-ce que tu te dis en termes de format éditorialement? Est-ce que tu te dis, bon, ben là, il va falloir que je réfléchisse à des choses, à des angles particuliers? Comment tu, entre guillemets, professionnalises les contenus que tu vas faire? J'imagine qu'à partir du moment où on décide de devenir professionnel, on se dit pas, je vais filmer n'importe quoi. On réfléchit. Ta réflexion, elle porte sur quoi à ce moment-là? Ou alors tu vas me dire qu'il n'y en a pas et que Ouais. c'était hyper spontané, que tu as continué à te filmer dans n'importe quel resto, mais je crois pas. Non, j'ai continué. Non, j'ai un peu pensé les choses. Mais du coup, j'avais continué à avoir deux formats, le format restaurant et puis le format recette aussi, que j'avais gardé puisque les gens avaient bien aimé ça pendant le premier confinement, mais que j'avais transposé en vidéo. Et donc j'avais fait le choix, je pense déjà à cette époque, d'accepter les collaborations sur les recettes avec des marques, du coup, qui ont des budgets marketing, etc., mais de pas du tout me faire rémunérer pour les reviews de restaurants. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'était des périodes tellement compliquées pour les restaurateurs à l'époque. Je me disais, mais déjà qu'ils soient encore sur pied, c'est un miracle. Moi, je vais pas leur demander de l'argent. Justement, j'ai envie de les aider et c'est pour ça que j'avais commencé à faire ça, en fait. Donc, je me voyais pas du tout demander de l'argent aux restaurateurs. Et puis, bon, même si le Covid est passé, je sais qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi dur. Donc, moi, jamais, je demanderais ça. Et puis, il y avait aussi le fait que je voulais quand même garder une certaine forme d'indépendance sur mes reviews et de pas me sentir obligée de dire quoi que ce soit, D'accord. de pouvoir aller où je voulais, en fait, de pas... Mais du coup, tu payais à chaque fois? Alors, je commençais à être invitée un petit D'accord, peu. Ouais, c'est vrai qu'à Donc c'est partir un de ce mélange moment-là... entre des gens qui se disent viens goûter, si ça te plaît, c'est gagnant-gagnant, ou Exactement. parfois toi tu faisais des découvertes en y allant. Exactement, ouais, c'était un mélange de ça. Il y a un tabou, il y a un tabou, même chez Ouais. nous les journalistes, sur les invitations, sur les choses comme ça. Il faut le savoir et c'est bien d'en parler. Les restaurateurs, et moi c'est pareil, quand ils ouvrent un restaurant, souvent ils prennent une agence, des attachés de presse, plus rarement de manière indépendante, mais en général quand ils font ça, ils invitent des gens qui ont un média, qui en parlent, que ce soit des journalistes installés ou des gens indépendants, et ils disent venez, en fait je vous invite, et puis après vous faites ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais être comme ça, quoi. Au même titre que les journalistes, quoi, accepter sans m'engager à rien. Je disais toujours, oui, je veux bien venir goûter, mais bon, faut que j'aime et puis on verra, quoi, parce que je vais d'engagement, pas me forcer. Après, on va pas faire comme si, enfin, en tout cas, nous, en tant qu'influenceurs, surtout quand on commence,
c'est vrai qu'on se sent quand même un peu redevable de quelque chose quand on se dit oh là là, bah, il m'a quand même offert 2 repas. Enfin, Mais déjà, quand on vient c'est quand on énorme. vient entre guillemets de nulle part, qu'on Mais s'est c'est construit énorme. tout seul, moi, je me suis toujours pas fait à cette idée. Moi, je suis invité au restaurant plusieurs fois par semaine. Je suis toujours un petit peu gêné à l'idée de me dire, putain, le mec, il a quand même pris de son temps, de son argent, il est venu me parler, il m'a offert un repas. Ouais, c'est énorme en Ouais. fait. On se dit mais pourquoi moi enfin... Et donc c'est vrai qu'au début, c'est vrai quand même qu'on se sent redevable. C'est vrai de partir d'un resto sans payer, on est là en mode trop C'est bizarre. lunaire. C'est Enfin, lunaire. Ouais, on se demande est-ce qu'il y a pas eu un quiproquo? Est-ce qu'on va pas se faire Ouais. poursuivre dans la rue? On dit bien au revoir 10 fois, on remercie Ouais. 10 fois. Ce faux moment où tu prends ton porte-monnaie et que le mec te dit non, c'est bon, vous êtes Oui, c'est sûr, ça. vous êtes sûr. Et moi, le nombre de fois où du coup j'étais là, bon, dans le doute, je vais quand même dire bon, bah je peux avoir l'addition. Et puis ils me disent en fait non. Enfin, il y a Ouais, toujours un moment un peu chelou comme ouais, ça. c'est vrai. Ou parfois ils l'apportent et en fait tu pensais que t'étais invité, Ouais. du coup c'est pas grave, tu dis que tu vas payer, mais en fait après ils sont hyper vexés Ouais, quand ils ouais. réalisent que t'as payé. Enfin bref, c'est quand même assez lunaire quoi. Et Mm. donc c'est vrai que au début quand même on se sent quand même assez redevable. Après, il y a un autre truc qu'il faut. Moi, j'ai l'avantage d'avoir en parallèle de cette activité une émission de cinéma. Et par exemple, Ouais. moi, je vais au cinéma plusieurs fois par semaine aussi, de fait, et je suis invité aussi. Parce qu'il faut que je vois le film dont je vais parler pour pouvoir. Je fais même pas de la critique, mais le présenter et éditorialiser le truc. Et je me dis, bon, je suis dans une salle de cinéma, ça coûte rien, c'est moins flagrant. Mais pourtant, c'est la même démarche en fait. Pour pouvoir parler de Ouais. quelque chose, il faut bien le connaître. Et c'est normal que la personne qui a envie de se faire connaître le fasse découvrir comme ça. Bah, c'est ça. Mais après, parfois, du côté des restaurateurs, moi j'ai eu des fois où justement ben, j'avais accepté l'invitation, finalement j'avais pas aimé. Et donc, enfin voilà, et donc je leur ai dit, bah, je suis désolée, pour moi ça vaut pas un poste, etc. Et parfois, il y en Dur. a qui étaient pas contents, quoi. Ouais. Et qui me disaient, ah bon, mais tous les autres ont fait un truc, Ouais. pourquoi vous ce serait différent Donc bon, après, faut être sûr de soi et de ses convictions, mais c'est vrai que Mhm. c'est pas évident, quoi. Et là, on va venir sur un truc intéressant et puis sur la différence qu'il peut y avoir entre l'indépendance, les influenceurs, les créateurs de contenu, les journalistes et les critiques. Dans ce que tu racontes, là, moi, je vois quelque chose de la part des restaurateurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus la même... Enfin, si, je pense que c'est encore le cas, mais les influenceurs et les créateurs de contenu sont un peu considérés comme des... Comment dire ? Des sous-traitants, c'est-à-dire qu'on espère d'eux qu'ils produisent quelque chose. Ils sont pas là pour avoir un avis et ils sont pas là pour dire non. Il y a beaucoup ça, je trouve, encore aujourd'hui. Oui, oui, il y a beaucoup ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a parfois, on sent qu'on est invité. Et de fait, on va avoir un poste. Ouais, et ces endroits-là, bon, j'ai arrêté d'y aller parce que c'est malaisant en fait pour nous, où les gens ils sont bien là. Alors du coup, dans le poste, donc vous direz ça, Ouais. et donc il faudra mettre ça en avant, et donc vous postez quand, et Ouais. il faudra bien dire, on pourrait voir la vidéo, Ils etc. voient une démarche purement commerciale, un Ouais. vrai levier de publicitaire et basta. Ouais, c'est ça quoi. Et c'est comme si Tu n'existes pas, tu n'as pas d'avis, t'as pas de ligne. nous on était juste là pour régurgiter le communiqué de presse en fait, sous la forme d'une vidéo ou en écrivant une légende. Et c'est vrai que c'est ça. Mais bon, après ça vient du fait que Ça change petit à petit. ouais, c'est en train de changer. Et puis à l'époque, ça commençait. Donc, et puis en fait, il y a aussi ce truc-là qui est un vrai sujet pour nous, les créateurs de contenu dans la food, c'est que en fait, on n'a pas de carte de journaliste, on n'a pas de déontologie, on s'est construit un peu de zéro. Ouais. Et donc pour plein de gens, on n'a pas de légitimité. Donc en fait, on n'a pas donné notre avis puisque... C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Comment on l'a Ouais. construit justement? Parce que tu dis ça aujourd'hui, je pense que les gens qui s'adressent à toi, les restaurateurs, les chefs, ne le font plus comme ils pouvaient le faire il y a quelques années. Donc j'imagine que tu as aussi gagné en légitimité par tes avis, par ton regard, par les fois où tu as certainement dit non. Et les fois où tu as dit oui, c'est certainement justifié et argumenté. Comment tu l'as construit cette légitimité-là, aux yeux justement de la profession Ouais. ou des agences? Franchement, c'est pas facile. Enfin, même moi, tous les jours, je me sens pas légitime. Enfin, il y a Ouais. toujours des choses qui me ramènent au fait que, bah non, en fait, j'ai peut-être pas forcément autant de légitimité que d'autres, mais je pense que moi, bah justement, ce choix que j'ai fait là, déjà, de pas me faire payer pour les restaurants, malgré le fait que ma communauté grandissait de plus en plus et qu'aujourd'hui, je reçois des centaines de messages de restaurateurs qui me disent combien je dois payer pour être sur ta page, comment faire pour que tu viennes, comment je peux avoir une vidéo, quand est-ce que tu viens. Et où je refuse toujours de dire bah, la seule condition c'est juste que j'ai envie de venir et que ça me plaise quoi, c'est tout. Donc je pense que déjà en faisant ce choix là j'ai pu asseoir cette légitimité là d'une façon ou d'une autre. Et puis après moi je sais que par exemple quand j'ai sorti mon livre, parce que j'ai écrit un essai il y a un an, du coup il est sorti il y a un an, Qui s'appelle? qui s'appelle Plaidoyer pour la gourmandise et qui est un essai justement qui parle de notre rapport à la nourriture.
notamment du point de vue des femmes, enfin de mon point de vue et de cette histoire parfois compliquée qu'on peut avoir. Bah, j'ai fait pas mal de médias, enfin, j'ai été invitée sur des radios nationales, j'ai fait de la télé, j'ai fait des plateaux, etc. Donc je sens aussi que même si les médias regard digitaux, change un peu, ouais. même si les médias digitaux ils sont hyper importants et que les réseaux sociaux ça peut propulser très vite, on a quand même besoin des médias entre guillemets traditionnels Pour asseoir. une légitimité. Ouais. Et ça je l'ai vraiment senti. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, tu te détaches justement de tout le reste des gens qui parlent sur les réseaux. Bah, est-ce que je me détache? Je sais pas, mais Ben, en tout cas, aux yeux des gens, forcément, si à un moment, comment dire, si à un moment tu intéresses des médias qui sont installés, oui. ben voilà, parmi le flot de tous ceux qui produisent sur les réseaux. Peut-être, ouais. Après, il y a aussi le fait que voilà, j'ai fait une grande école de commerce, donc sûrement dans la tête de certains, ils se disent ah bah elle est pas, elle a une tête bien faite, enfin elle est pas tout à fait débile, elle est souriante mais pas que. Enfin, donc, je pense que ça a pu jouer aussi. Et puis après, je pense que c'est juste mon exigence de qualité avec envers moi-même et envers ma communauté, quoi. Et le fait que j'ai pas voulu sacrifier. En fait, la qualité au buzz, parce que c'est facile de faire des choses qui marchent, en fait. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui fonctionne, je pourrais faire que ça, et je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés, sûrement, mais j'ai fait le choix de rester fidèle à moi-même. C'est quoi les choses qui fonctionnent aujourd'hui et qui font que ça y a des leviers? Il y a des trucs évidents? Il y a des trucs évidents, quoi. Déjà, tu vois à volonté, tu sais que tu vas faire 500 000 vues. C'est-à-dire à volonté? Bah, tu présentes un brunch à volonté, Ah ou ouais. un buffet à volonté, ou un truc à volonté, c'est sûr que tu vas faire du... Ouais. C'est sûr que tu vas faire du clic et du like. Mais bon, volonté veut pas souvent dire qualité. Donc là, par exemple, c'est un arbitrage à faire. Après, il y a des choses où il y a des modes, quoi. Souvent, tu sens que... voilà. Je sais pas, par exemple, il y a eu le crookie, là, ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Bon, bah voilà, tout créateur qui a parlé du crookie, il a fait des millions de vues. C'est facile, en fait. Ouais. Et puis, c'est des façons de parler, c'est des types de montage de vidéos, c'est des choses où on peut espérer comprendre un petit peu les algorithmes pour faire du contenu efficace. Et la tentation, elle est là, tu vois, parce que tu vois les autres qui le font et tu te dis, bah, moi, je pourrais prendre des likes et prendre des followers. Likes, et c'est ça, mais je pense qu'il faut essayer de se dire, bah, déjà, qu'est-ce qui nous plaît, nous, qu'est-ce qu'on a envie de voir comme contenu, et de rester fidèle à ça, quoi, et à ses valeurs, en fait. Et de pas mentir, de pas tricher, et voilà, d'être honnête avec soi-même et avec les gens. Donc, si je retiens quelque chose aussi de ça, c'est que toi, tu y vas si ça te plaît. Donc souvent, chez les influenceurs, et moi je t'avoue que c'est un truc qui me lasse aussi, et qui peut-être contribue au fait qu'on a parfois du mal à leur attribuer à tous une légitimité, c'est qu'ils aiment, c'est qu'ils sont contents, c'est qu'ils trouvent ça trop cool. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça déjà, du fait que ce soit toujours trop cool, et comment tu te situes, et on va basculer là-dessus, par rapport justement à la sphère plus professionnelle, qui est celle des critiques gastronomiques? Ouais. Bah ça, c'est un sujet hyper important pour nous, parce que c'est un peu le truc numéro 1 qu'on nous dit, mais de toute façon, t'aimes tout. Et non, mais ce que j'aime pas, tu le vois pas. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Bah, non, il y a des trucs que j'aime pas, tu les vois pas. Et dans mon mémoire, justement, j'avais étudié qu'est-ce qui différenciait, par exemple, un critique d'un guide, etc. Et par exemple, la fonction d'un guide, elle est double, c'est à la fois de sélectionner et de évaluer. Et en fait, moi, je me considère plus comme un guide que comme un critique, c'est-à-dire que je vais d'abord sélectionner, donc en fait, donc c'est déjà validé, ce qui sera assez bon pour paraître sur la page, et ensuite évaluer, donc avec mes mots, mon évaluation, et puis moi, j'ai un petit système où je mets des petites étoiles en légende de combien ça m'a plu, quoi. Bon, en général, c'est entre 3 et 5. De lecture. Voilà, j'ai ma petite grille à moi. Après, je sais pas si les gens le lisent, mais bon, moi, au moins, je sais que je fais ce travail-là. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, c'est comme si tu vas pas ouvrir le fooding et dire, ils aiment tout. Bah oui, mais en fait, si t'es sur la page du fooding, c'est qu'ils ont sélectionné l'endroit, donc ils aiment, en fait. Et donc, moi, j'aimerais bien que les gens comprennent ça en voyant ma page. Que, en plus, on a ce truc-là de la légitimité. Qui fait que moi je m'autoriserais pas à publier une revue entièrement négative sur un endroit parce qu'on sait à quel point c'est aléatoire et puis c'est mes goûts et pas forcément ceux de quelqu'un d'autre. Et honnêtement, les fois où j'ai dit j'ai pas trop aimé, à chaque fois j'avais plein de gens qui me disaient ouais mais c'est que ton avis, moi j'ai bien aimé, donc c'est pas ce qu'on attend de toi non plus, clairement. Et même des restaurateurs qui étaient venus blessés dans mes DM en mode ça nous vexe, c'est dommage que tu dis ça, c'est que ton avis, mais en fait tu te rends pas compte que c'est un impact négatif pour nous, etc. Donc moi je veux pas avoir un impact négatif. Mais c'est marrant, tu vois, parce que c'est un peu paradoxal, on attend finalement de l'influence qu'elle soit feel good et positive, et à la fois on vous dit vous êtes pas légitime, vous aimez tout, mais en même temps si vous dites que vous n'aimez pas, on rejette, quoi. Ah mais complètement. Ou même si on fait une vidéo qui est, on va dire, un peu mesurée, ou
ou un petit peu nuancées, les gens nous disent « Ah bah, t'as pas l'air d'aimer tant que ça, pourquoi tu postes ?» Ouais. Ouais, mais du coup, après, tu vas me dire que je dis que tout est bon, donc en fait, Ouais. qu'est-ce que je fais, quoi? Et ça, je suis d'accord, c'est un truc dans lequel on est un peu coincé, parce que les gens pensent que on teste, on poste, quoi. Et moi, j'ai envie de dire aux gens... Et que donc c'est peut-être même un peu fake, puisque de toute façon tout est cool. Exactement. Donc on connaît pas la nature de ton jugement, En fait, on on se sait dit pas. ça se trouve elle a été payée par le restaurateur ou machin, enfin. C'est ça, les gens ne savent pas, et ça vient du milieu qui malheureusement a été très flou pendant longtemps. Les gens cachaient leur collaboration, n'écrivaient pas que c'était payé, on savait pas, invité ou pas, on savait pas. Donc en fait, je peux pas en vouloir aux gens parce qu'il y a plein de gens qui ont été floutés, qui se sont fait avoir et qui étaient pas contents. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour les gens de comprendre en fait ça. Ouais. Et puis en fait voilà, ils voient pas ce qu'on n'aime pas, donc ils savent pas. Moi, il fut un temps où je postais une vidéo par jour. C'est énorme. Et c'est énormissime. Nous, on est en train de lancer un truc Ouais. là qui s'appelle le Food Club et j'ai le même réflexe que toi. C'est juste mon répertoire parce qu'on me demande toujours David où est-ce qu'il faut manger machin truc. Donc on a monté ça sur Instagram et c'est que des adresses qui sont à la base validées. Et après juste je raconte leurs fibres. Et ben faire monter cette histoire, c'est pas facile quoi. Ah bah ça c'est... Non mais c'est pas Ouais. facile. Ouais, c'est un travail de dingue. Donc une vidéo par jour, nous on galère à en sortir 2. Big up à Thomas qui bosse avec moi là-dessus. À en sortir 2 par semaine quoi, une par jour. Ouais, bah moi, il fut un temps, c'est ce qui m'a lancé à l'époque, c'est j'ai gardé ce rythme-là de une par jour. Donc c'était énorme. Et en même temps, et moi je m'éclatais et tout ça, mais c'est vrai qu'en même temps, quand tu gardes un tel rythme aussi, tu peux pas non plus te permettre d'être trop sélectif parce que t'as du contenu à produire tout le temps. Ouais. Donc en fait, Ce au moment où début, tu postes une adresse où tu te dis ce serait que moi j'irais pas à fond. et t'es là, bon, au début, voilà, parfois t'es pas convaincu à 100%, mais t'es là, bon, faut que je poste en fait. Ouais. J'ai rien pour ce soir, il faut que je poste. Donc en fait, après, il y avait, donc en final, j'en faisais plutôt 2 par jour parce que ça pouvait être genre un truc le déjeuner, puis une sorte de goûter dans l'après-midi, enfin, tu vois, une pâtisserie, une boulangerie, et puis le soir un dîner. Donc, bon, déjà, je mangeais beaucoup trop dehors, j'en ai eu marre. C'est ce que j'allais au te bout d'un dire, à un moment, c'est un rythme particulier. Ah aussi, ouais, au bout d'un moment, j'en pouvais plus là, j'avais plus d'appétit, c'était horrible, j'en avais marre. Et en plus, en fait, quand tu veux être sélectif, quand tu veux faire de la qualité, tu peux pas tenir un tel rythme. En tout cas, moi, je pouvais pas, humainement parlant, moi, Constance. Donc, c'est pour ça que voilà, et là aussi, j'ai vachement réduit. Donc, en fait, je pense que des vidéos resto sur ma page aujourd'hui, il y en a peut-être 2 par semaine. Ouais. 2-3 par semaine, max, quoi. Après, c'est d'autres types de contenus. Et c'est d'autres types de contenus Qui aussi. ont à voir avec toujours plus ou moins l'univers de la gastronomie, mais pas forcément des adresses. C'est ça, ouais. Et j'essaye vraiment de garder ça à sa place, quoi, et pour que ça reste justement une review et que moi je me sente pas obligée de, non, ça va, tu me de rassures. quoi que ce soit. Comment est-ce que tu regardes les journalistes gastronomiques, les critiques, et peut-être inversement, est-ce que tu sais comment eux te regardent? Est-ce que tu as déjà eu des échanges avec des personnalités de ce monde-là? C'est quoi ton regard justement sur ces professions-là ou ces professionnels? Ouais. Moi, c'est des gens que depuis toujours j'admire grave. Quand j'ai écrit mon mémoire, j'étais François Simon, François Gaudry, Emmanuel Rubin. On a tous le même incroyable. trio en tête. Ouais, c'est voilà. Mais après, il y a aussi Esther El Payani, par exemple, en femme qui est incroyable, etc. Et moi, je trouve ça, je trouve que leur métier est très très intéressant, mais hyper différent d'une autre, parce que justement, je crois que c'était François Simon qui avait dit ça. Mais déjà, la critique, c'est un genre. Tu dois le savoir, mais c'est un genre journalistique, c'est un genre littéraire même en fait. Donc c'est un exercice de style. Ouais, François Simon et Emmanuel Rubin sont les bons représentants. Oui. Exactement, c'est un exercice de style qui s'applique à un restaurant ou une pièce de théâtre justement, ou voilà. Et donc en fait, la critique, elle a longtemps fait et défait les réputations. La critique négative fait entièrement partie du métier de critique. Et pour le coup, elle est admise. Et elle est admise. Même si j'ai l'impression qu'il disait, les critiques, justement, que dans la food, c'était plus mal vu que dans le cinéma ou dans le théâtre. Ah oui, où, tu vois, un critique peut défoncer un film. Et puis, ça fait partie du jeu. Par contre, quand... mais parce qu'il y a moins de critiques, il y a moins de critiques dans la food aussi, donc forcément ils ont une influence un peu supérieure, parce que finalement les gens qui sont vraiment passionnés connaissent tous Emmanuel Rubin et François Simon auparavant. François Simon, il en fait un petit peu, quoique sur Instagram, aujourd'hui il est devenu hyper agile et c'est devenu un nouveau canal pour lui, donc il a préservé cette influence là. Dans le cinéma, finalement t'en as dans tous les journaux des critiques cinéma, donc Le Figaro a pas aimé, mais Le Monde a aimé. Se faire hacher par Emmanuel Rubin, c'est compliqué. C'est un événement, quoi. Ça se sait, et c'est important. Et c'est vrai qu'il disait qu'avec
les chefs, du coup, leur relation Ouais. Ah bah ça peut être s'effritait, tempétueux. Ouais. forcément, Ouais, parce que voilà. Et il y a aussi un truc hyper intéressant que eux avaient en tout cas, mais non plus trop maintenant, mais c'était l'anonymat que François Simon a voulu conserver pendant longtemps, qui faisait que justement, bah, nous, moi, je suis le contraire d'un François Simon, parce Ouais. que on voit que ma Toi, tête tu vois, ouais. dans toutes les vidéos. Enfin, tout est extrêmement incarné par moi, donc je peux pas je peux pas me cacher ou je peux pas justement échapper à ça. Mais c'est ça aussi que les critiques ils avaient à un moment. Ils étaient tous. Enfin voilà, la Reynière, là, il écrivait sous un pseudonyme. Enfin, je veux dire. Ouais. Donc c'est forcément plus facile aussi de défoncer quand on s'expose pas. Ouais, ouais. Donc moi je trouve. Mais c'est tellement différent de ce qu'on fait. Mais j'ai senti. Alors peut-être que c'est un peu en train de changer. Mais j'ai quand même souvent senti dans la sphère justement un peu plus traditionnelle de la food un certain mépris pour les gens comme moi Hmm. qui sont arrivés de nulle part. Souvent que les grands critiques dont on parle, la plupart c'est des hommes qui sont plus âgés, c'est pas du tout ma génération. Ouais. Donc en fait, moi j'arrive, je débarque du haut de mes... Bon maintenant 28, mais à l'époque je sais pas, j'avais 25 ans. Puis je sais que j'en fais beaucoup moins en plus, avec ma petite bouille toute souriante. Et donc en fait, j'avais l'impression que ces gens-là ne nous prenaient pas du tout au sérieux. Ouais. Et c'était parfois un petit peu difficile. Enfin, moi, il y a eu des événements où je me sentais hyper mal à l'aise parce que j'avais l'impression que tout le monde était en mode ah, c'est la petite fille qui fait miam miam sur Instagram, quoi. Donc en fait, mais je pense que juste ils comprenaient pas et il y a peut-être une partie d'eux qui se sent menacée par ça aussi. Et voilà. Et puis après, je pense que ça a évolué. Le fait d'avoir sorti un livre, vraiment, ça m'a rapproché de ces sphères-là, donc ça a aidé. Et tu vois, là, par exemple, François-Régis Gaudry, on a participé ensemble à un festival, donc on était tous les deux dans le même jury. Classe. Ouais, c'était super chouette, un jury littéraire et un jury culinaire, donc on a dégusté à côté, et on était toujours d'accord d'ailleurs, donc je pense que ça a un petit peu validé le truc aussi. Hmm. François-Régis Gaudry m'a interviewé sur mon livre, donc en fait, je pense que les choses sont en train de changer un petit peu, ils se rendent compte qu'on peut pas faire comme si ça n'existait Ouais. pas. Et puis il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des talents aussi, et voilà, et des regards et des esprits qui fonctionnent bien dans des corps plus jeunes, féminins, et qui Ouais. agissent sur Instagram. Bah, je l'espère. Mais c'est vrai que je sens quand même encore aujourd'hui une scission entre influenceurs et journalistes. Je pense que les médias essayent de construire là-dessus aussi, essayent de construire une rivalité entre nous. Moi, je t'invite pour l'inverse, justement. Ouais. Et je voulais que tu parles aujourd'hui parce que je trouve qu'on ne peut pas faire déjà d'une part d'un point de vue strictement cynique et factuel sans l'influence que tu et vous, quelques-uns, pouvez représenter. Ça dit quelque chose de l'envie du public, de raconter la cuisine autrement, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et justement, il y a forcément un intérêt là-dedans. Bah, ouais, merci. Mais Non, je non, pense mais- que c'est ça. Et je pense que les gens ont évolué aussi. Avant, il y avait des instances, comme tu dis, des grands papes qui donnaient leur avis. Et les gens... Tu sais que François Simon va se succéder à ton micro C'est pas bientôt. vrai. Ouais, si. Oh là là, la Ouais, ça classe. fait plaisir. C'est génial. Ouais, Et en fait, je pense qu'il y a un moment où les gens, ils ont envie d'avoir l'avis de gens qui leur ressemblaient. exactement. Et en fait, ils étaient là. Moi, je peux pas m'identifier au palais de François Simon. Par contre, Constance, elle a mon âge. J'ai l'impression qu'on traîne dans les mêmes endroits, qu'on aime bien les mêmes choses. Donc, je me dis que c'est une fille comme moi et qu'en fait, je peux lui faire confiance. Ça, c'est une vraie dimension de différenciation, l'identification. Ouais. Effectivement, François Simon, il a non seulement une expertise, non seulement une expérience, et puis un point de vue dans sa manière d'aborder les choses. C'est pas quelqu'un qui va te parler de l'assiette, c'est quelqu'un qui va te raconter une atmosphère, un climat, et puis lui-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose d'assez égotique, quelque part, qui est de se raconter dans cette circonstance-là. Donc c'est un tout, c'est vraiment une expérience quasi théâtrale. Forcément, tout le monde ne peut pas s'y reconnaître. Tout le monde ne c'est peut ça. pas y accéder, tout le monde ne peut pas le lire, tout le monde ne peut pas s'y projeter. Oui, complètement. Et puis, c'est des médias aussi où ils étaient dans les journaux papier, etc. Il y a plein de gens qui lisent pas, en fait. Ils lisent plus les journaux Bien papier, sûr. qui s'identifient pas, qui se disent que c'est pas pour eux. Voilà, moi, j'ai commencé dans la street food à une époque où, justement, bon, c'était un peu par défaut parce qu'il y avait que ça qui était ouvert. Mais ça me tenait à cœur aussi de proposer des choses que moi, j'étais encore étudiante, en fait, à l'époque. Mhm. Donc, en fait, que tout le monde pouvait se payer, qui était hyper accessible et aussi de rendre accessible. Et sur mon profil, c'est écrit je démocratise la gourmandise, et c'est aussi ça pour moi, démocratiser la gourmandise. C'est joli de parler de gourmandise au lieu de gastronomie parce que c'est Ouais. pas anodin cette formule. Bah Parce que ouais. la gourmandise, tout le monde peut la revendiquer. Mais la N'importe qui. gourmandise, elle est dans tout, en fait, Exactement. pour moi. Autant ça peut être dans les grands chefs que
que dans le truc la street food ou le Mais pour faire un boui-boui. clin d'œil à François-Régis Gaudry qui parle souvent des gourmets et des gourmettes, les gourmands et les gourmandes, c'est pas pareil, c'est plus large. Oui. Tout le monde peut prétendre, Les enfin se gourmets, il y dire a gourmand. une notion d'expert. En Exactement. fait. On se dit, gourmet, c'est la gastronomie, c'est les nappes blanches. Et donc, moi, je suis Ouais, pas c'est un un gourmet. palais. Ouais. Tu dois avoir un background, tu dois t'y Mhm. connaître. Alors Ouais. que gourmand, juste, si t'aimes manger, t'es gourmand en fait. Donc, C'est on est ensemble. Moi, je suis Ouais. gourmande. C'est plus ouvert. Voilà, c'est plus ouvert. Et je pense que c'est aussi ça que moi, j'avais envie de montrer. Et je pense que c'est ça que les gens ont aimé. C'est qu'ils se sont reconnus là-dedans, ils se sont identifiés. Le fait de montrer ma tête aussi beaucoup dès le début, ça a évidemment joué là-dessus. Maintenant, les gens, ils ont besoin un petit peu d'affect, quoi, Ouais. un petit peu de Faut que ce moins soit de incarné. froideur. Ils ont Mm. besoin de choses incarnées. Et ça joue aussi, quoi. Et donc, ouais, pour moi, démocratiser la gourmandise, c'est montrer qu'on peut se faire plaisir de plein de façons différentes, mais aussi montrer un petit peu, aujourd'hui, j'ai l'avantage, vraiment la chance d'accéder aux coulisses de certaines choses, justement de chefs ou de cuisine que les gens n'ont pas. Et donc, c'est de leur montrer ça aussi et d'être la plus, oui, démocratique possible, en fait. Et puis, voilà, juste de raconter des choses sur la nourriture qu'on compte y aller ou qu'on compte pas y aller, en fait, mais juste de faire rêver les gens et de leur apporter de la joie, quoi. Ouais, tu crées un lien supplémentaire. Alors du coup, tu parlais de chef et tout ça, tu m'as donné 3 noms tout à l'heure quand on parlait de journaliste, et moi je donnerai les mêmes. Emmanuel, François Simon et François-Régis Gaudry. Si je te demande de citer 3 chefs qui te parlent ou qui te font, elle se mord les lèvres. C'est quoi les noms qui te viennent spontanément à toi, justement? Parce que tu as commencé par la street food et tout, t'es venu par toi-même de manière indépendante, alors tu diras peut-être pas, c'est Pierre Gagnère, c'est machin, c'est peut-être que ce sera pas des noms comme ça. Si tu dois citer 3 noms de chefs comme ça qui te viennent parce qu'ils te parlent, quels noms te viennent à l'esprit? Alors, c'est une très bonne question. En vrai, je vais dire Pierre Gagnère. Ouais. Même si je suis jamais allée manger dans un de ces restaurants, mais de plus en plus, en évoluant dans le milieu, déjà de voir le respect immense qu'ont tous les jeunes cuisiniers et cuisinières pour le chef, c'est assez émouvant. Et puis, en fait, moi, j'ai découvert dans Top Chef, je pense comme pas mal de gens, en fait, quand il venait en invité sur des épreuves, et je sais pas, j'aimais trop ça. Je trouvais qu'il avait l'air tellement bienveillant, et Ouais. un côté hyper bonhomme, et vraiment le papy, quoi. Enfin, vraiment, je l'adore. Et du coup, à chaque fois qu'il passe dans Top Chef, je fais « Ah, c'est papy qui est là !» et tout. Et puis, j'ai eu l'occasion de le côtoyer, justement, au festival où on était avec François-Régis Gaudry, Adorable. littéraire et tout, et il est vraiment... vraiment une bienveillance, en tout cas, bon après je le connais pas du tout, mais ouais, je le trouve, juste sa personne, Donc Pierre Gagnère, ouais, sa personne m'inspire. il en reste 2. Alors, je vais dire jeune chef Adrien Cachot. Je sais qu'il est passé dans le, dans le podcast. Et pareil, pour le coup, j'ai découvert dans Top Chef, comme la plupart des gens. J'aurais aimé le découvrir à des tours avant, mais malheureusement, je ne l'ai pas découvert à temps. Et à chaque fois qu'il a fait quelque chose, j'y suis allée. Et je me suis pris des claques absolues dès que j'ai goûté sa cuisine. Et je pense qu'il a vraiment une vision incroyable. Et je pense qu'il représente aussi cette jeune génération de chefs qui se positionnent, qui cherchent pas à plaire, qui sortent des cases, qui nous bousculent. Et moi, c'est ce que j'aime en cuisine en ce moment. J'aime qu'on me bouscule, en fait. Là, tu viens de désigner 2 esprits très libres. Ouais. Il y a une vraie résonance entre Pierre Gagnère et Adrien. C'est de se dire, comme tu dis, pas de compromis, je vais dans une cuisine qui me parle, sans même parfois toujours pouvoir l'expliquer, peu importe. Il y a une vraie franchise, et on se moque un peu du candidaton en ce qui concerne Adrien, en tout cas, il s'en fout C'est total. clair, il en a rien à faire. Et il avance tout seul. Le 3e, tu choisirais qui du coup? Et le 3e, écoute, moi je vais dire quelqu'un de peut-être plus classique, mais c'est le chef Arnaud Donquel, où j'ai eu la chance énorme d'aller dans son restaurant Plénitude là, il y a quelques mois. Et je pense que c'était le plus beau repas de ma vie, je pense. Vraiment, j'ai trouvé ça... je me suis pris des émotions extraordinaires. Et justement, lui, il est vraiment dans la précision, il est dans la justesse du goût, il est dans peu de fioriture, mais en fait, c'est parfait, quoi. Il est dans une sorte de maîtrise absolue de l'essence de ce qu'il fait. Et ça m'a mis une claque. C'est marrant, tu vois, parce que faire citer 3 noms, quand je l'écris, cette question, je me dis c'est un peu con, ça fait un peu machin, mais ça dit quelque chose quand même. Parce que tu vas quand même choisir, alors que t'es proche des gens, que tu rends la food accessible, que t'es sur la gourmandise et pas sur l'expertise. Quand je te demande en fait des chefs qui te parlent, tu me sors 3 noms qui sont quand même dans une espèce d'excellence. Alors à des niveaux différents et d'une manière différente. Néanmoins,
Tu vois, ceux que tu places en haut sont quand même des gens qui ont une espèce comment dire, qui sont incontestables. C'est vrai. Donc, ça veut dire que quand même, tu as une structure, ou en tout cas une projection dans ce qui te parle, assez établie, finalement. Ouais, Même c'est- si tu vas dans un truc de street food et valoriser quelqu'un qui fait de la pizza en slice, à un moment, quand il s'agit de revenir sur de la food et sur ce qui... voilà, tu choisis quand même des noms hyper établis. C'est vrai. Bah, c'est mon côté bon élève. Peut-être. Non, mais c'est vrai. Mais c'est comme par exemple dans le théâtre. Je veux dire, moi, je vais voir toutes sortes de films au cinéma. Je vais voir toutes sortes de pièces de théâtre. Par contre, bah, si tu me demandes des noms, bah, moi, je vais dire Racine, Molière Hmm. et Shakespeare, en fait. Ouais. Et en fait, je compare Pierre Gagnère à Shakespeare. Mais ça marche. Mais en fait, il y a des choses où, voilà, pour moi, tout découle de ça, en fait. Et on peut pas parler. Enfin, voilà, c'est le cadre aussi qui fait que les choses sont comme elles sont. En fait, c'est parce que des gens les ont influencées à ce qu'elles sont, quoi. Ouais, je suis d'accord. L'objectif de ton activité aujourd'hui, on se l'est dit, c'est démocratiser, c'est ouvrir, c'est partager. Comment tu construis aujourd'hui, avec ton expérience, une publication, un post, puisqu'on se parle de ça, par exemple, sur Instagram? C'est quoi, à partir de quand l'idée te vient? Comment tu la construis? Comment tu la postes? C'est quoi le schéma? Comment on arrive sur ton compte quand on est restaurateur, chef ou... Ouais, bah alors du coup, donc, c'est vrai que je reçois donc, pas mal de sollicitations de la part des restaurants, des Ouais, restaurateurs, j'imagine. des agences, etc. Donc j'ai un gros document Excel dans lequel on ajoute tous les jours avec mon équipe les demandes qu'il y a, entre guillemets. Donc ça existe, mais il y a aussi le fait que voilà, moi il y a des choses qui m'intéressent, je lis des choses, bah voilà, moi je lis la presse gastronomique et tout, donc il y a des choses que j'ai envie de découvrir par moi-même. Et en vrai, moi j'écoute vraiment mes envies. C'est aussi simple que ça. Et souvent, je vois que j'ai des phases, quoi. Il y a des phases où, bah, en fait, les gens me disent ah, en ce moment, t'aimes bien les brunchs ouais, en ce moment, t'aimes bien les restos japonais ouais, en ce moment, t'aimes bien Ouais. la gastronomie. Et Ouais, je ouais, fais, ah t'as des oui, phases, ouais. ouais, en fait, c'est un peu mes phases. Donc, j'essaye vraiment d'écouter mon envie pour que ça reste un plaisir avant tout. Et justement, je parlais de cette période où je faisais un restaurant par jour et où, en fait, je calais. Je me disais, ok, tout est pris. Donc, en fait, ton restaurant de burger, je viendrai dans 3 semaines. Et en fait, le jour où j'arrive, j'ai pas du tout envie de manger un burger. Enfin, j'ai même pas faim. Ça me Ouais. dégoûte. En fait, je prends pas de plaisir. Donc, moi, aujourd'hui, avec petite expérience que j'ai, je me dis, je vais faire ce qui me fait plaisir. Et bon, ça nécessite quand même un minimum d'organisation. Enfin, je vais pas dans les endroits au jour le jour. Mais voilà, c'est vraiment. Donc, si par exemple, un restaurateur m'a écrit un jour pour me dire, viens tester mon resto indien. Et puis, un jour, je me dis, ah, c'est cool, ça peut être intéressant. Alors, ça me fait envie, oui. En même temps, je pense que ça a une valeur ajoutée pour les gens. C'est différent de ce qui se fait, ce qu'on disait sur le fait des choses nouvelles, d'être bousculé. Moi, j'ai pas envie de présenter aux gens quelque chose qui existe déjà fois 1000, enfin, sauf si c'est extrêmement bien fait. Mais il faut quand même que ça ait un intérêt, quoi, Ouais. à figurer Donc il y a sur une la démarche page. naturelle, il y a ton envie, ça part de ton envie. Est-ce que là tu parles d'une base qui vient de la part des gens qui ont envie que tu parles d'eux? Est-ce que il y a aussi des fois où toi tu vas vers les gens? Il y a des fois où moi, je vais vers les gens, mais comme j'ai pas envie de me sentir obligée à quoi que ce soit, je préfère limite venir Incognito, tu incognito. viens et ouais. Ouais, et me filmer. Bon, Ouais. du coup, peut-être souvent, ils vont me reconnaître, ou alors, vu que je suis en train de me filmer, ils vont me poser des questions, mais il fut un temps où j'avais fait ça peut-être 2-3 fois. Je demandais à des gens en mode est-ce que je peux venir. Du coup, ils m'invitaient. Hmm. Et en fait, après, je me sentais trop redevable, donc Ouais. c'était pas du tout une situation confortable. Donc soit on vient te chercher et, Ouais. tu te dis ok, selon l'envie j'irai et on fera ou on fera pas. Exactement. Soit tu vas et t'as un petit crush et du coup tu le fais dans ton coin sans Ouais. forcément en parler. Ouais, c'est ça. Je vais demander l'autorisation de Bien filmer, etc. Mais je Bien vais sûr. pas, je vais rien promettre, ou voilà, je vais faire comme ça à ma façon. Donc il y a ça, donc il y a mes envies, le fait que ça soit intéressant pour ma communauté. Après, j'essaye quand même justement de continuer à démocratiser les choses, et donc je vais me dire je vais quand même pas présenter 3 restaurants gastro d'un coup, je vais essayer de varier, ou 3 restos italiens d'un coup, ou c'est pas quoi. Donc je vais quand même essayer globalement à l'échelle d'une semaine ou d'un mois de présenter des choses différentes. J'essaye aussi de montrer des options qui peuvent correspondre à plusieurs types de régimes. Voilà, j'aime bien montrer des options végétariennes, véganes. Moi, je suis pas du tout dans l'optique de faire des restos de viande, par exemple, mais voilà, j'essaye d'en montrer un petit peu pour tous les goûts, de faire du contenu varié, et d'organiser ça, et puis de concilier ça avec mes envies, j'ai envie de dire. Donc globalement, c'est comme ça que ça se passe. On se parle d'organisation, on se parle de tableau Excel. Tu as prononcé le mot équipe. Ouais. Ça a pris une petite ampleur quand même. C'est quoi ton équipe? Comment ça s'organise? Comment tu t'es entouré? Et quels sont les rôles en fait des gens qui t'entourent aujourd'hui? Oui, écoute, ouais, c'est vrai que j'ai une petite équipe maintenant. J'ai un agent.
qui s'appelle Anne, Mm. et elle m'accompagne depuis maintenant 2 ans. C'est Ouais. grâce à elle que tu es là aujourd'hui d'ailleurs. Oui, C'est elle c'est qu'on avec a- elle que ouais, tu as bien sûr. échangé. Ouais. Ouais, voilà. Donc Anne, elle gère toute la partie commerciale, on va dire, de mon travail. Donc c'est-à-dire que déjà, c'est elle qui répond à mes mails, elle gère ma boîte mail, donc toutes les demandes entrantes, c'est elle qui les reçoit. Donc elle fait un premier travail de tri, quoi, parce que moi, il y a un moment, j'arrivais plus Mm. à gérer ça. Donc évidemment, c'est toujours moi qui ai le dernier mot, mais elle va me dire, ok, bah là aujourd'hui, il y a telle marque qui veulent travailler avec toi, il y a tel resto, t'en penses quoi? Elle me conseille aussi, Mhm. voilà, sur les marques, on sait que voilà, il y a des choses à ne pas faire. Donc elle me dit, bah là, je le sens pas trop, essaye de te renseigner sur eux pour voir si vraiment c'est bien. Donc elle fait ça, et puis quand il y a une collaboration, du coup, avec une marque, c'est vraiment elle qui va suivre tout le processus, Ouais. envoyer les contenus à la marque, me transmettre les retours, récupérer les choses, Ouais. faire des calls préparatoires souvent, où parfois il y a juste Anne et les gens de l'agence ou de la marque, puis ensuite moi j'interviens dans le processus. Donc elle défend mes intérêts, elle Mhm. négocie mes tarifs, Mhm. justement, donc c'est vraiment la partie commerciale, elle relie mes contrats. C'est la charnière entre toi et ceux qui t'interpellent. Exactement. Donc c'est mon bouclier, un peu de protection, parce que je sais elle est là pour me défendre, pour me préserver aussi pas mal. Et comme ça, grâce à Anne, moi je peux le plus possible me consacrer à la partie créative de mon travail, qui est voilà, trouver des nouvelles idées, trouver des concepts, trouver des endroits, réfléchir, écrire les vidéos, etc. C'est quoi les commandements pour toi de la création de contenu? C'est quoi les quelques règles desquelles tu n'as pas envie de t'éloigner? Yes, alors je dirais justement, même s'il y a des choses qu'on délègue, il y a quelque chose que moi j'ai pas envie d'abandonner, c'est de gérer ma communauté, quoi, Hmm. entre guillemets. Et c'est vrai que il y a plein de gens qui me disent, ah, c'est vraiment toi qui réponds aux messages et tout. Je dis, bah évidemment que c'est moi. Les gens, ils m'écrivent en pensant que Consti va leur répondre, enfin Constance va leur répondre, ça va pas. J'ai envie que ça soit moi. Et ça, pour le coup, bon bah c'est hyper compliqué quand la communauté a grandi de plus en plus et qu'on a beaucoup de messages. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de tout lire. Et de répondre au maximum de personnes. Et puis surtout, quand les gens m'envoient des gentils messages, bah voilà, j'ai envie de leur dire que ça compte pour moi. Et puis c'est vrai en plus. Donc moi, j'ai besoin en fait de ces retours-là. Hmm. Et j'ai besoin d'avoir ce contact avec ma communauté, je pense, parce que c'est ça qui m'encourage à continuer tous les jours, à me sentir utile et à me motiver. Donc j'ai envie de garder ça. Le plus possible, donc voilà, sera toujours moi qui répondrai, qui lirai, qui posterai d'ailleurs en live. Donc ça, pour moi, c'est important parce que c'est grâce aux gens qu'on est là. Ouais. Mon métier, c'est de faire du contenu pour vous, pour ma communauté. Et puis, si vous n'étiez pas là, moi, je ferais pas. Si Tu j'avais penses pas que ça fatigue pas un jour, qu'au bout d'un moment tu te dis pas, pff, putain, marre de ces trucs? Ouais, peut-être un jour, hein. Mais c'est pas le cas encore. Pour l'instant, non. Et pour l'instant, je sens que j'ai besoin de cette énergie-là. En fait, j'ai besoin de... Ouais, en fait, c'est bête, mais bon, quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on Ah veut non, que mais les gens... bien sûr. C'est le premier, moi je dis souvent aux gens quand ils nous écrivent ou quand ils nous croisent et je dis, vous êtes notre premier carburant en fait. Mais clairement. Et c'est pareil, oui, pour les gens qui me croisent dans la rue et qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais et qui me disent, ah, je voulais pas te déranger, je fais, mais non, en fait, Ça fait trop plaisir. tous les jours, tu te rends compte qu'il y a des vraies personnes, en fait, qui regardent ton contenu. C'est pas juste des pseudos ou des likes ou des nombres. Moi, ça me fait tenir, quoi. Donc franchement, donc ça, ouais, j'ai envie de garder ça. Autant que je pourrais, en tout cas. Ouais. Malgré cette équipe qui s'est constituée autour de toi, il faut toujours, enfin voilà, c'est Carrément. un terrain que tu veux pas abandonner, cette communication-là. Ouais. Et en fait, justement, mon équipe est là, justement pour que moi, j'ai l'énergie Hmm. de faire ça. Et c'est ça qui est chouette, c'est parce que je me dis, il y a des tâches enfin, c'est ce que j'ai des amis qui ont monté des boîtes, ils me disaient, c'est quoi les tâches à haute valeur ajoutée, qui sont celles que toi, tu dois garder. Et pour moi, La ce contact communication avec les gens, ouais. ça fait partie de mes tâches à haute valeur ajoutée. Ouais. Comme le fait d'incarner les vidéos, Bien sûr. ça, c'est clair que c'est irremplaçable. En tout cas, sur mon format, tu vois, le guide ultime, par exemple, Victor a créé ça, puis ensuite, il a monté une équipe, et puis il s'est un petit peu éloigné de la chose. Et Ouais, donc il maintenant, crée une sorte de média. il a créé un média, il y a plein de gens qui l'incarnent, et donc lui, il vient quand il veut, il est tranquille, et je l'admire de fou, et c'est incroyable. C'est compliqué hein, d'arriver à faire ça. Ah, mais c'est très compliqué. Et on en a parlé des milliards de fois, justement parce qu'on a commencé en même temps, et qu'on savait qu'on avait une vision très différente, où lui voulait... Enfin, lui, c'était plutôt le côté média qui l'intéressait, Ouais. le côté entrepreneur, et moi, c'était plus le côté, justement... Aventure perso. incarner, aventure personnelle, et voilà, et que les gens puissent se reconnaître, et puis avoir de l'inspiration de mon parcours aussi, de ce que je raconte, quoi. Quand on parle d'aventure personnelle, tout à l'heure, au début de l'entretien, tu as dit les gens, ils doivent aimer aussi quand je raconte ma vie.
Ouais. Où est-ce que tu places le curseur de ce que tu montres de toi, que ce soit en termes comment dire, d'exposition ou en termes de terrain que tu explores, parce qu'on peut te voir peut-être dans d'autres endroits, et ceux qui te connaissent le savent, que à tabler un restaurant. Complètement. Et ça, c'est un truc. Moi, j'avais fait le choix dès le début, en créant mon compte justement, d'incarner et de m'appeler Hungry Consti. Et pas Food Paris, Adresse in Paris, enfin voilà. Parce que je savais que je voulais que ça soit moi. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça. Mais justement, je voulais me dire, le jour où j'aurai envie de parler d'autre chose, je pourrais. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, la food, c'est ma passion, mais c'est une de mes passions. C'est une énorme partie de ma vie, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, on en parlait, quand on commence à être connu pour quelque chose, les gens attendent ça de nous, mais il y a un moment où nous, ça peut aussi nous lasser. Donc en fait, aujourd'hui... Tu veux t'ouvrir et parler de ta passion Ouais. pour les fléchettes. Exactement, les fléchettes, voilà. Et donc Une niche. c'est pour ça que je m'autorise à parler d'autre chose. Et après, la frontière pro et pro, justement perso, vie intime, vie personnelle, elle est hyper fine, mais c'est vraiment nous qui en décidons en fait. Mais tu sens que les gens ont quand même de Ah l'appétence oui, les folle gens adorent. pour dès qu'on franchit un petit peu la ligne. Ah oui, Moi par exemple, j'ai pas le réflexe de me montrer. Mais je vois qu'il y a une différence énorme entre un post où je me montre et un post où je ne me montre pas. Ah oui, ça c'est sûr. Déjà, de toute façon, les algorithmes, ils adorent. Hein. S'il y a une tête humaine, ça va mieux marcher. Et les gens adorent. Dès qu'on va dire le moindre détail un peu perso, oh là là, on sent que les vues, elles font... Donc on peut pas faire comme si on ne le savait pas. On le sait. Donc ouais. quand on est extrêmement observé comme c'est ton cas, jusqu'où on va, à quel moment on se dit bon ça c'était too much ou ça j'irai jamais, ou enfin tu vois, c'est pas simple. Ouais. Moi, il y a des choses que je garde toujours pour moi volontairement, et c'est marrant parce que comme je montre certaines choses, par exemple je montre mes parents, voilà, je montre ma mère, mon père. Ils en pensent quoi tes parents d'ailleurs de cette histoire? Non mais ils doivent trouver ça fun, non? Ouais, je sais pas, non. surtout s'ils acceptent de... Au début ils comprenaient pas trop, Ouais. ils étaient un peu effrayés par tout ça, et puis ils n'y croyaient pas, c'est Ouais. normal. Et puis quand ça a commencé à marcher, quand j'ai commencé à leur ramener des cadeaux, ils étaient là, oh c'est sympa et tout. Et puis quand j'ai commencé à gagner de l'argent, ils étaient là, oh c'est sympa, dis donc. Et maintenant on les reconnaît dans la rue, on dit vous êtes les parents de... Mais c'est ça. Encore mieux. Et oui, et ça leur arrive et ils sont hyper contents et ils sont super fiers. Et en vrai, aujourd'hui, ils sont super fiers. Ouais. Et même, c'est marrant parce qu'ils se sont intéressés, alors que finalement, c'était pas le cas du tout au début, comme on en parlait au tout début du podcast. Mais maintenant, ma mère, je sais pas, elle suit les actualités, donc elle m'envoie, dès qu'il y a un article qui parle de Maurice Sacco, elle me l'envoie. Elle m'envoie les derniers articles food. Elle dit, ah, tu connais ce chef, tu connais cette personne. Et celui-là, ah, bah oui, je l'ai vu hier. Elle est là, oh, c'est incroyable et tout. Et donc, en fait, je les ai un peu, genre, emmenés dans cet univers-là. Ah ouais. Et ouverts à ça. Et donc, en vrai, ils adorent. Super. Et puis, en effet, ils participent aussi aux vidéos. On les embrasse, tes premiers fans. Ouais. Et puis mes parents, je les ai pas montrés juste pour les montrer en fait. C'est que je me suis dit que ça apportait quelque chose au contenu. Ma mère, parce que en fait, elle est malgache, donc Madagascar c'est la moitié de mon sang, c'est mes origines, c'est un patrimoine, c'est une culture, c'est des choses que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est des causes qui me tiennent à cœur aussi. Donc en fait, pour moi, ça sert à quelque chose de la montrer. Elle. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit en fait. Ou c'est pas juste pour parce que les gens aiment, quoi. C'est pas juste pour qu'on dise oh trop mignon. En fait, pour moi, ça veut dire quelque chose. Et comme mon père en fait aussi, il a son histoire, il est bordelais, et puis ça représente quelque chose. Lui, il a sa vision de la gastronomie, et je parle de lui dans mon livre, et en fait, tout ça veut dire quelque chose pour moi, et c'est pas c'est pas juste de l'exposition pour de l'exposition. Ouais, c'est pas de l'exposition pour l'exposition. Voilà, moi je montre ma vie perso parce que pour moi ça a du sens. En tout cas, ce qui a du sens, je le montre. Et aussi parce que je suis une personne... mon compte, c'est Hungry Consti. C'est pas que Adresse in Paris. Et en fait, les gens qui me suivent moi. Et puis, en fait, tout ce qui va avec. Et puis, si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Mais moi, je sais que c'est ça qui m'épanouit aujourd'hui. Donc, on te suit, on le disait au début, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube un peu moins, tu disais, c'est moins un canal. C'est quoi les différences entre les canaux pour toi Qu'est-ce qui fait la différence entre ces médias différents, enfin ces canaux de diffusion différents, lesquels te parlent, lesquels te paraissent les plus opportuns, lesquels ont de l'avenir? Est-ce que tu t'en sers différemment? C'est très intéressant. Instagram, c'est vraiment ma plateforme de cœur parce que c'est sur elle que j'ai commencé. C'est de base les gens que je suivais étaient sur Instagram, les gens qui m'ont inspiré étaient sur Instagram. Donc pour moi, c'est quand même une plateforme qui restera hyper importante. Et ce que j'aime sur Instagram, c'est qu'on a ce sentiment de proximité avec la communauté, où les gens nous écrivent, réagissent aux stories, s'engagent. C'est une réalité, hein. C'est pas, tu parles de sentiments, mais comme tu le dis, tu réponds aux gens, donc t'es vraiment derrière. Oui, c'est vrai. Ouais.
ils se déplacent, on les reconnaît. Parfois, il y a des abonnés, en fait, ils sont venus à tous nos événements, donc en fait, on les reconnaît. Enfin, donc, il y a vraiment ce sentiment de communauté. TikTok, c'est hyper différent parce que l'algorithme est très différent. Et en fait, nos vidéos vont être distribuées de manière complètement aléatoire. Donc noyé dans un flux. Donc noyé dans un flux. T'as moins ce lien avec ta communauté. On a moins ce lien. Les gens qui voient nos vidéos n'ont pas demandé à les voir, en fait. Donc ils sont là en mode oh, c'est quoi. Donc ça peut être. Les gens peuvent être hyper dithyrambiques, comme hyper durs sur TikTok. Et on a beaucoup moins ce sentiment-là de communauté. Et donc parfois des gens me disent ah, mais je te connais, je t'ai vu sur TikTok. Et moi je suis là, ah bon? Enfin, il y a des gens qui regardent mes vidéos parce que j'ai aucun retour. Et puis je connais pas ces gens en fait, je connais pas cette communauté, j'ai pas d'échange avec eux, je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais pas ce qu'ils aiment. Donc j'ai beaucoup moins ça. Mais c'est aussi une plateforme où on peut. Moi j'ai moins la pression sur TikTok que sur Instagram. Parce qu'en fait, même si on a 1 million, 2 millions d'abonnés, les algorithmes sont tellement aléatoires que en fait, si tu fais 10 000 vues sur une vidéo, que c'est un peu un flop, c'est pas grave. En fait, c'est un peu. C'est noyé. C'est noyé. Donc en fait, on peut se sentir plus libre. On se dit, au pire, si ça bide, personne ne le verra. Donc on peut tester des choses, on peut expérimenter. Il y a des trucs que tu diffuses sur TikTok et pas sur Insta, par exemple? Ouais. C'est un peu un laboratoire, tu peux t'en servir comme labo? Ouais, c'est un peu mon labo, ouais. Par exemple, j'écris des sketchs un peu en ce moment, justement, sur des situations au restaurant et tout, qui mêlent justement ce que j'aime dans le théâtre et la food. Et je les teste toujours sur TikTok. Pour voir comment ça prend, et puis si j'ai l'impression que ça marche bien, je poste sur Insta. Et j'ai beaucoup plus la pression en postant sur Insta parce que je me dis, les professionnels sont là, les gens du milieu sont là, donc je me sens beaucoup plus scrutée, et je me dis que si je fais un bide, je vais beaucoup moins bien le vivre. Donc ça, bon, c'est comme ça. Mais donc TikTok, il y a ce truc beaucoup plus spontané aussi. Parfois il y a un truc, on va filmer comme ça, on va parler face caméra, en 3 minutes, on va poster dans la foulée, et puis en fait, on revient 2 heures plus tard, le truc a fait plein de vues, on s'y attend pas. Donc c'est beaucoup moins léché, et d'ailleurs le contenu qui marche mieux sur TikTok, c'est le plus spontané, le moins travaillé en fait. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout. Donc voilà, après je pense que c'est un peu le futur quand même. Enfin bon là, ça va être compliqué parce qu'il y a des législations qui sont compliquées avec TikTok, mais... Voilà, je pense qu'en tant que créateur, aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas y être. Et puis, il y a une demande de la part des marques aussi, de plus en plus, qui sont là, nous, on est des boomers, mais toi, t'es sur TikTok, on te fait confiance. Oui, parce qu'on touche une communauté d'âge qui n'est pas la même aussi, c'est ça aussi le cœur du truc. Complètement. Au début, Après, maintenant, c'est en train de s'équilibrer un petit peu, mais au début, c'était des beaucoup plus jeunes. Et aujourd'hui encore, ils sont beaucoup plus jeunes. Sur TikTok, par exemple, dès que tu présentes quelque chose qui est un peu, entre guillemets, cher, les gens, c'est que ça. C'est cher, et tu peux pas leur parler de savoir-faire de gastronomie, c'est pas du tout le sujet encore. Donc c'est des enjeux très très différents. Donc je dirais que c'est ça, les différences principales. Mais TikTok, c'est vrai que on sent que les marques s'y intéressent, même les médias s'y mettent. Là, j'ai travaillé avec le guide Michelin sur TikTok, par exemple, parce qu'ils ont envie de s'y mettre. Alors c'est intéressant ça, le guide Michelin fait appel à toi? Ouais. Enfin, ce qui est quand même une institution qui n'est pas la plus moderne, en tout cas ils sont là depuis très longtemps sur la scène gastronomique, c'est pas l'incarnation de la modernité, même s'ils ils ont le fooding aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui des institutions qui vont justement à la rencontre de jeunes personnalités comme toi. Ils ont cette envie-là, en tout cas, c'est moi qui les ai approchés aussi, et qui leur ai proposé de travailler ensemble, mais c'était assez... c'était genre, moi j'ai envie justement de... Moi, je sais ce que c'est le guide Michelin, je sais justement l'institution que c'est. J'ai envie de la rendre un peu plus démocratique, un peu plus proche des gens, de leur donner un petit coup de fouet. Et donc, on a réfléchi ensemble à des choses, et puis c'est eux qui ont dit qu'ils voulaient, en tout cas, travailler avec moi sur TikTok. C'était vraiment une volonté de leur part, parce qu'ils allaient lancer leur compte et qu'ils avaient envie de s'y mettre et qu'ils se sentaient un peu boomer, quoi. Donc, c'est vrai que c'est marrant. Le guide Michelin sur TikTok, avec Hungry Consti, c'est le métaverse, quoi. C'est génial. Mais c'est cool. Moi, je suis trop contente de faire ça. Je suis trop contente. On se parle des institutions, on se parle des marques. Il y a une question qu'en général on pose tout de suite aux influenceurs, qui est la question de l'argent, de la rémunération. Est-ce qu'on peut mettre un grand truc de transparence, sans parler de montant, parce que ça on s'en fout complètement, mais de la mécanique? En fait aujourd'hui, l'argent c'est quoi? C'est des marques qui viennent te voir et te disent tiens, dans ta recette de guacamole, est-ce que tu pourrais prendre des avocats de chez machin? Est-ce que c'est ça? Ouais. Mais ce que j'accepterais probablement pas, puisque j'ai pas envie de mettre en avant l'avocat. On est d'accord. Mais en effet, c'est ça. C'est exactement ça. Une recette. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux... Mais donc moi, à chaque fois, je dis, ok, j'ai envie de tester le produit d'abord. Si je l'aime bien, je vais l'intégrer à une recette, quoi. Mais donc, tu fais jamais... on imagine qu'on fait pas l'entorse. Genre, t'aimes pas un truc, tu le fais pas. Non. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai le luxe aussi de pouvoir décider, de pouvoir choisir. Parce que j'ai suffisamment de demandes pour pouvoir trier. C'est pas toujours le cas. C'est honnêtement pas le cas quand on commence. Donc, on accepte des trucs. Après, on se dit, bon, en vrai, j'aurais pas dû. Bon.
on apprend. Déjà moi, en fait, si je suis pas à l'aise avec, Ouais, tu je fais vais, moins bien. je vais pas bien le faire. Et puis en vrai, je connais ma communauté. Les gens sont quand même, les gens nous attendent au tournant. Et ça, je le ressens. C'est-à-dire que si je vais faire un partenariat avec une marque où les gens seront pas trop d'accord, etc. Je sais que je vais avoir des commentaires. Je sais comment ça va me peser. Donc je fais attention à ça. Quand même. Et puis et donc c'est comme ça que ça marche. Après là aujourd'hui par exemple j'avais travaillé l'année dernière avec le groupe Accor où j'ai beaucoup travaillé avec eux et donc en fait j'avais fait des vidéos où j'allais cuisiner avec des artisans du groupe Accor, donc avec des chefs des hôtels Accor, des pâtissiers des hôtels Accor, pour mettre en avant en fait du coup les métiers du groupe par exemple. Mhm. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi, qui est chouette et qui est une façon de travailler différente quoi. Ouais. Donc et j'ai pas mal de partenariats comme ça où de plus en plus ça va être voilà, on te veut un peu en reporter dans un concours, un événement, etc. Et donc tu vas venir ou tu vas cuisiner avec quelqu'un ou montrer. Et ça aussi c'est très chouette en vrai comme aspect du métier. Et c'est des demandes constantes. Toute l'année, t'as des gens maintenant qui te sollicitent. Il y a toujours de la demande, après c'est très cyclique. Il y a vraiment des périodes, le début d'année en général c'est très calme. Genre là vraiment je sors d'une période où j'ai pas bossé spécialement, donc je faisais que du contenu organique. Parce que fête de fin d'année, il y a eu un engouement pour des événements peut-être. C'est ça, il y a un peu le calendrier des marques, des budgets, marketing, et donc en général en début d'année c'est pas le cas. Et puis là à chaque fois le mois de mai ça s'emballe. Donc mai, le printemps en gros avril, mai, juin, je travaille beaucoup. Et puis après l'été ça se calme. La fin d'année est souvent très intense parce qu'il y a la rentrée, il y a les ouvertures, des trucs comme ça, plus il y a les fêtes qui arrivent de fin d'année, donc évidemment tous les budgets sont poussés à ce moment-là. Donc nous on travaille beaucoup aussi, on est beaucoup activés, donc c'est cyclique. Donc, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des périodes où bon, il n'y a pas grand-chose. Et puis quand il y a beaucoup de choses, du coup on va essayer d'en prendre aussi parce que en fait on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous reproposer des choses et on n'a jamais la certitude. Oui, ça peut s'arrêter. Donc moi tous les jours je me dis, bon là ça va, j'ai l'impression d'avoir des partenariats jusqu'en mai-juin, mais je sais pas en fait, ça se trouve d'un moment les marques elles voudront plus travailler avec moi. Et moi pour l'instant j'ai mon alternante à payer et tout ça, donc on est jamais vraiment sûr non plus. Et ça c'est un truc qui fait partie de notre métier, c'est l'incertitude et puis le fait que tout le monde nous demande tout le temps alors tu feras quoi quand ça sera terminé, etc. Écoute, pour l'instant j'essaie. On verra. Pour l'instant c'est pas le cas. Je vais faire en sorte que ça se termine pas tout de suite du coup, mais donc on est quand même assez dépendant de ça. Après je sais que Anne justement elle a aussi une partie de son métier, c'est de démarcher et d'aller chercher des partenariats, de proposer des activations à des marques, donc on en discute ensemble aussi et parfois on propose des choses et ça se passe par exemple avec Michelin, c'est ce qu'on a fait. Nous on a proposé quelque chose, on les a contactés, on leur a dit qu'on voulait travailler ensemble et puis on a créé ça. Les marques elles suivent forcément des tendances. On parlait tout à l'heure de pizza, ou tu parlais j'arrive même pas à dire ce nom. Crookie ? Le Crookie ? Oh my god. Bref, il y a comme ça des vagues. Et dans la gastronomie, il y a des vagues des vagues de tendances. Qu'est-ce que tu as observé, toi, justement, de ton point de vue, qui n'est pas celui du journaliste gastronomique ou du critique gastronomique, mais qui est peut-être encore plus tout-terrain, qui est encore plus dans la proximité ? Est-ce qu'il y a des vraies tendances comme ça qui t'ont sauté aux yeux ces derniers temps ou ces dernières années dans la food, pour parler Ah ouais, carrément. C'est quoi les trucs qui te viennent à l'esprit quand on... Justement, récemment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une tendance sur les créations hybrides, comme le croissant cookie, où maintenant, du coup, il y a eu un flan cookie, et puis il y a eu un chocolatine brownie, des choses comme ça. Et puis ça avait commencé l'année dernière avec le New York Roll, où c'était en fait une pâte à croissant, mais qui était circulaire, etc. Donc, j'ai vraiment l'impression que dès qu'il y a quelque chose un peu de nouveau, d'atypique, les gens se précipitent. Donc là, on est sur un culte de produit. Ouais. Le produit, quoi, le hit, quoi, comme c'est une paire de baskets, en fait. Ouais, comme il y a eu la Babka il y a eu quelques années, je pense qu'on n'a pas pu passer à côté. Il y a eu maintenant, par exemple, la pizza slice. C'est fou ce truc, hein. C'est dingue. Parce que toi, t'es porté par ces choses-là. Ah oui, t'es complètement. obligé de les observer. Je suis obligée. De les suivre ou pas ? Si, ouais. De les suivre quand même. En vrai, souvent, je suis curieuse. Donc je me dis, en vrai, avant de cracher dessus... Qu'est-ce qu'il y a dans ce croquis ? Exactement, je vais aller voir ce que ça donne, tu vois. Et c'est vrai qu'on a souvent ce truc où on se dit... On est un peu snob, on se dit oh là là, mais vas-y, tout le monde le fait, je vais pas le faire quand même. Et tu te dis bon, allez, quand même, si tout le monde en parle, c'est peut-être que c'est intéressant. T'es curieux, et puis en fait, souvent ta communauté te demande alors, Constance, t'en penses quoi de ça ? Donc t'as fait la queue chez Cédric Grolet et tout pour. Alors, j'ai jamais fait de dégustation Cédric Grolet. Ah si, j'ai acheté sa galette pour mon marathon des galettes cette année. Ouais, sa galette des rois.
C'était pas mal, c'était mitigé, mais c'était ok. Mais moi aussi, je suis curieuse. Donc, par exemple, le croquis, j'ai fait une vidéo avec Jeffrey Cagne parce qu'il a créé le sien et j'ai trouvé ça trop marrant. Et en vrai, c'était bon, mais parce que c'est un super pâtissier. Donc, j'ai ma façon à moi d'envisager les choses et de surfer sur les tendances. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire sans. Après, j'ai pas envie de devenir cette personne qui va tester les tendances juste parce que ça fait du clic, comme on disait. Ouais. Il y a des choses où c'est que du buzz et c'est du vent au final. Et puis, on voit quand même que ça va très vite. Voilà, que ça va très 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 vite. À un moment, la grande tendance sur les réseaux, c'était la quéquetterie, là, c'était les gaufres en forme de pénis, etc. Bah, c'était la folie, il y avait des queues de malades mentales et tout. Et puis en vrai, là, quand je passe devant aujourd'hui, il y a personne, quoi. Donc, c'est tellement rapide, on peut pas se construire là-dessus. Mais du coup, on se demande s'il faut en parler à un moment ou à un autre. C'est ça le dilemme. Bah, c'est ça. Mais moi, comme toute curieuse, comme toute gourmande que je suis, que j'ai 180 000 abonnés ou que j'en ai 100, j'ai quand même envie de tester pour voir ce que ça donne. Et après, je donne mon avis. Sauf que maintenant, mon avis, bon, bah, il y a des gens qui l'écoutent. Dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a des tendances à venir dans la sphère qui est la tienne, celle de la création de contenu? Vers quoi ça va aller? Tu penses que ça va bouger sur la forme, sur le fond, sur la manière dont on s'adresse, dont on montre les choses? Quand on regarde des vidéos d'influenceurs d'il y a quelques années et qu'on regarde celles qui sont aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. Les montages ont changé, les intentions éditoriales ne sont plus exactement les mêmes, on s'adresse pas aux gens de la même manière, on ne montre plus les mêmes choses. Tu penses que ça va vers où? Ou en tout cas toi, tu vas aller vers où? Ouais, moi je vais aller vers où? Bah, c'est une très bonne question. Les formats, ils changent tout le temps. Moi, j'ai l'impression qu'avec du coup le début de TikTok et des Reels, on était sur des formats très courts. Moi, je me souviens qu'au début, je ne pouvais pas dépasser 30 secondes de vidéo. En fait, l'outil me l'interdisait. Donc déjà, je ne pouvais pas faire plus. Donc souvent, mes vidéos, elles se coupaient au milieu d'une phrase parce que je n'avais pas réussi à monter mieux. Et ça se terminait au bout de 30 secondes. Et maintenant, les plateformes ont vachement augmenté les limites. Et donc, je vois des vidéos qui marchent bien, qui font 1 minute 30, plus, voire 2, 5 minutes, etc. Je vois même que sur TikTok, ils sont en train de pousser le format horizontal, de nouveau, et long. Donc, je me demande si justement, après ce côté hyper fast-food, hyper... c'est ça, fast-food de l'information, il n'y a pas un truc où les gens ont envie de se reposer sur des formats plus posés, plus longs, etc. Ce qui irait aussi avec l'augmentation de l'écoute des podcasts qui privilégient le format long, peut-être que les gens, effectivement. Carrément. Et je vois que même dans la création food, il y a plein de gens qui ont commencé comme moi sur des formats courts, qui se lancent sur YouTube. Et c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé... Pour installer un peu plus les choses. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé, on se disait, mais YouTube, c'est mort. Enfin, c'est fini là, il y a trop de gens, c'est trop installé. Et pourtant, il y a presque un mouvement inverse. Donc je me dis, peut-être qu'on va aller vers... une consommation moins boulimique de contenu et plus de qualité aussi. Il y a les exigences qui doivent aussi changer. Je pense que les gens aujourd'hui ils sont hyper exigeants parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ah, mais quand je compare moi le niveau des vidéos de quand j'ai commencé à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La qualité de l'image, les gens sont beaucoup... Enfin, ça monte de dingue, le niveau de montage est vachement monté, parce qu'aujourd'hui il y a des applications comme CapCut qui sont gratuites, où tout le monde peut utiliser et avoir des montages qui sont de niveau professionnel en fait. Donc en fait ça s'est vachement démocratisé, donc en fait on est poussé par les autres aussi à faire toujours mieux et ça monte énormément et ça peut être une barrière à l'entrée aussi pour certains, mais en même temps je vois des gens comme François Simon qui filme n'importe comment et puis avec une qualité terrible. Il est pas trop mauvais quand même. Alors la qualité est pas terrible, mais il se débrouille pas mal, je trouve, dans son... Ouais, c'est un style quoi. Mais non mais immense respect. Ces vidéos sont incroyables. Genre s'il vient là et qu'il m'écoute. Mais il y a aussi peut-être ce truc là aussi où je vois des comptes un peu qui percent et qui sont un peu dans une contre-esthétique. Voilà. Genre on s'en fout, on veut pas un truc léché, on veut un truc direct, un peu brut. Ouais, complètement. Il y a une fille qui s'appelle Jean-Pierre Boff sur Insta, donc pseudo un peu marrant et tout, et elle fait des trucs un peu dans une contre-esthétique quoi, genre en mode pas soigné quoi. Et puis ça fonctionne très bien. Donc je pense que peut-être il y a aussi ce truc là parce qu'en fait quand on échappe à une esthétique on rentre dans une autre, hein, donc c'est toujours pareil et qui vont un peu contre le produit, contre tout ça. Donc c'est à plein de niveaux en fait, hein. À la fois c'est de plus en plus produit et de plus en plus pro. À la fois, il y a des gens qui sont en mode fuck ça, moi je vais faire le minimum. Et ça marche. Donc c'est... Ouais, moi je dirais pour l'instant, il y a ça que je vois. Et qui moi, m'impacte aussi parce que ça va avec mes goûts, avec ce que je vois, et puis avec ce que je vois qui plaît aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, je me serais dit, une vidéo de plus d'1 minute, elle marchera jamais. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est différent.
Bon, il y a un truc qui marchera toujours et qui est important, c'est l'aura, le mood de la personne qui porte Ouais. les choses. Et toi, il y a un mot qui est revenu tout le temps dans cet échange, c'est la joie. Et les gens ont dû l'entendre et moi je l'ai vu, c'est ce sourire. Donc merci pour cette joie, puis merci pour tout ce que tu nous as transmis. Bah merci. C'est trop agréable. Bah, c'est une grande joie d'être là pour moi. Merci Constance. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode passionnant et merci Constance d'avoir répondu à toutes mes questions avec transparence, car le métier d'influenceur, créateur de contenu, produit beaucoup de fantasmes et j'étais heureux qu'on en décrypte aujourd'hui la mécanique. Que vous les suiviez sur les réseaux ou pas, je crois qu'on peut dire qu'aux côtés des journalistes gastronomiques, des critiques gastronomiques, dans la sphère de la gastronomie, ils se sont fait une place et selon les profils, vous trouverez forcément celui ou celle que vous aimerez suivre. Tiens, dites-moi justement si vous suivez des influenceurs sur les réseaux, sur Insta, est-ce que vous suivez leurs recommandations? Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Et tiens d'ailleurs, allez-y sur Insta et si c'est pas déjà fait, suivez-nous @chefpodcast, suivez Hungry Consti et allez faire un tour sur _food club, notre dernier projet de recommandation de restaurant. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!